Un, deux, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Eh ben il s'en va, il en a marre, il se casse. J'en Voilà. ai marre, c'en est trop. Cette musique, c'est terrible. Bon, on t'entend pas Youssef, vu que t'as pas le micro. Mais il a pas aimé la musique, donc il Non, se non, non, casse. si, si. Non. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Installez-vous. Installez-vous, c'est l'heure de Tonton Youssef, raconte-nous une histoire. Euh, Oublie pas ton micro. Donc là, c'est la partie 2. On a dit qu'on commençait de Tonton Youssef raconte une histoire avec Youssef, sa vie, son œuvre. Alors l'idée, c'est pas seulement de parler de toi, mais de parler des événements politiques autour de ça. Par exemple, là, on va parler de la rupture avec la question de l'antiracisme. Parce qu'en fait, on a fait une partie 1, les gens. Allez la voir, elle est aussi sur YouTube. Où on a fait un peu ton enfance et ta prime jeunesse. C'est-à-dire qu'on a fait l'école primaire à Argenteuil, une enfance plutôt heureuse, tu nous avais dit. Absolument. Avec des services sociaux. Plutôt bon, on va pas dire qu'on était dans l'aisance, hein. Ouais. Pas du tout, non. Mais on était heureux. Voilà, c'est la vérité. Il y avait des services sociaux qui étaient présents. Une vraie ville un peu communiste, quoi. Oui, tout à fait. Une Absolument, ville rouge. c'est ce qu'on disait. C'est une ville rouge, une gestion communiste de la ville, ce qu'on appelle le communisme municipal, sur lequel il y aura encore beaucoup à écrire parce qu'on confond trop souvent le communisme municipal. Enfin, concrètement, comment ça se passait avec la direction du Parti communiste, etc., avec laquelle on peut être en total désaccord à l'époque. Et bon, mais le communisme municipal, avec des figures locales qui étaient des figures, je le dis franchement, très très positives à l'époque, hein. Je pourrais citer une dizaine de maires comme ça de communes communistes à l'époque, qui étaient des gens tout à fait sympathiques, tout à fait honnêtes, tout à fait intègres, qui avaient payé leur personne. Certains avaient fait la résistance, hein, etc. Donc voilà. Il faut bien faire la distinction des gens qui étaient tout à fait honnêtes, qui habitaient même qui habitaient dans des HLM, etc. J'ai connu, il y a eu des maires communistes qui habitaient dans des HLM, hein. Ouais. Bon, et qui pratiquaient pas du tout le népotisme et autres. C'est ensuite malheureusement que les choses changeront, mais cette première génération, cette deuxième, troisième génération de maires communistes, qui souvent à l'époque étaient issus de la résistance quand même, étaient des gens très souvent tout ce qu'il y a de plus honnête, hein, toutes ces villes de la banlieue rouge. Donc ouais, tu parlais d'une enfance, comme tu as dit, c'est pas l'abondance, mais il y avait des services qui permettaient, tu allais beaucoup à la bibliothèque, tu me disais. Énormément, c'est essentiel, commencé... je le dis, lisez, faites lire vos gamins. Alors je sais que c'est très compliqué Libé. maintenant, Ouais, mais lisez, lisez absolument, c'est les livres... Pas cette vidéo de Demorand, Non. quand il y a quelqu'un qui l'interpelle sur la manière dont Libé traite, en plus c'était à l'époque de Demorand, tu vois, donc, et Libé traitait l'information n'importe comment, il les traitait de chien de garde, et Demorand disait, mais lisez Libé. Je sais pas si tu te rappelles. Non. Oh, je connais Demorand, oui, alors, catastrophe, oui, bien sûr. Il est plus à Libé, là, ça y est, hein. Lui il est qu'à France Inter, je crois, non, c'est France Inter. Non, tu sais pas, il me semble que c'est à France Inter. Alors, donc... si on parle de Libé, je peux dire que j'ai vendu Libé. Ah ouais. Non, en vente militante. Au moment, absolument, en vente militante. C'est-à-dire qu'on vendait Libé parce que l'idée, c'était de dire il faudrait faire un Parisien libéré de gauche. Parce que le Parisien libéré était le prototype du journal Beauf, etc., Réac et tout, mais qui était extrêmement vendu. Donc, le mot d'ordre, c'était, le jour où on réussira à faire un Parisien libéré de gauche, ce sera super. Bon, je crois que Libé a dépassé les espérances. Il n'a pas fait un Libé. Enfin, bref. J'ai un doute. Sartre, c'était quel journal qu'il avait lancé? C'était Libé, justement. Libé aussi qu'il a... Absolument. C'est précisément Libé. En fait, non, mais je confondais avec l'UMA ou Non, Sartre a lancé, mais Sartre aussi était le directeur symbolique de La Cause du Peuple, qui était le journal maoïste. Et quand ce journal a été interdit par le pouvoir, Sartre a décidé de dire c'est moi le directeur de publication, puisque les directeurs de publication de La Cause du Peuple, qui était le journal de l'organisation maoïste, la plus importante de France, très importante, la gauche prolétarienne. Et Sartre avait décidé donc symboliquement de reprendre la direction de La Cause du Peuple. Et on a cette photo de Sartre en train de vendre La Cause du Peuple sur un baril devant l'usine Renault. Voilà. Alors attendez, je vais faire le test. Là vous m'entendez bien normalement les gens. Là je regarde sur le retour, normalement mon son va. Non mais c'est bon, normalement ça va parce que là je suis même dans le jaune, donc ça devrait aller. Je vais parler peut-être un peu plus proche. Le directeur de La Cause a fini chez Macron. Ah bon? Malheureusement, les anciens de La Cause du Peuple et de la gauche prolétarienne, en général, ont très mal fini. Ça n'a rien à voir, mais c'est un peu à voir. Ça s'appelle comment c'est le journal qui avait fait le fou là, Jean Edernalier. L'idiot international, oui, ça c'est. Jean Edernalier, c'est un personnage. Allez voir les documentaires sur Jean Edernalier, c'est un fou, mais à l'époque, il y avait de la magie dans sa folie. À l'époque, il y avait toutes sortes de fous. Non, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'était une période. Alors. Premièrement, j'ai pas envie de faire radio nostalgie. Je sais bien, on est toujours nostalgique de sa jeunesse, etc., etc., etc.
Donc c'est pas par nostalgie, mais c'est simplement pour rendre compte d'une situation, d'un moment dans ce pays, parce que j'insiste vraiment, le plus important, c'est le moment présent, c'est aujourd'hui, absolument, je le dirai, je répéterai toujours. Hein. Donc nul chez moi tentative de dire voilà, c'était super, et non, voilà, je dis les choses comme elles étaient, et avec leur positif et leur négatif, et c'est une expérience, voilà. Donc l'époque était à la folie, c'est-à-dire que plus on était fou, et plus on avait raison. Plus on était radicaux, et plus on avait raison. C'est ce qu'on pensait. D'où l'émergence de tas de mouvements qui étaient tous les plus radicaux les uns que les autres. On pensait que la juste voie était toujours dans l'extrême radicalité. Et donc ce qui fait que ça a pu donner des choses tout à fait extravagantes. Voilà. C'était un vent de folie. Certains ont décrit ces années-là, 70, comme étant les années insouciantes, mais elles étaient plus qu'insouciantes. Elles étaient folles, et je crois on parlait des années folles pour les années qui succèdent à la Première Guerre mondiale. On appelait ça les années folles, etc. Mais je pense que les années 70, c'était les années surfolles. C'était une sorte de fête perpétuelle. On n'avait pas trop de problèmes, c'est la vérité, pour avoir du boulot. Alors voilà, comme on dit, c'est le boulot qui nous courait derrière. On avait des prestations sociales qui étaient vraiment tout ce qui est de plus intéressant, rien à voir avec aujourd'hui. Je crois qu'on travaillait 3 mois, on avait le chômage pendant je ne sais combien de temps. Non mais c'est la vérité. Mais donc on n'avait pas trop de problèmes pour trouver. Et la plupart des jeunes, en tout cas moi ce fut le cas, dès qu'on avait l'occasion d'échapper à nos parents, enfin très tôt même en général, eh bien on partait, on vivait... Rejoindre Jean Edernalier ? Non, pas du tout. On vivait dans des sortes de communautés urbaines, des petites communautés urbaines, c'est-à-dire qu'on louait ensemble des pavillons, etc. C'était très facile pour louer, c'était pas comme aujourd'hui. Putain, on vous demandait, ça me fait penser à putain qu'il est blême mon HLM. Oui, de Renault où ils vivent à plusieurs dans un appart. Mais c'était exactement cela. On se prenait un appart à plusieurs. Et, mon HLM. Bon, et là, c'était la révolution. Notre temps, on le partageait. D'abord, le militantisme, essentiellement, je le dis bien. On lisait beaucoup, et même quand on était au lycée, j'avoue que je bossais pas beaucoup. Et on a eu notre bac par hasard. Hein. Mais vraiment. Mais on lisait énormément, et ça nous permettait de compenser le fait qu'effectivement les cours on n'y allait pas tout le temps, donc on réussissait toujours à retomber sur nos pattes parce qu'on lisait énormément de bouquins politiques, etc. Et voilà. Ça fait plaisir d'entendre l'histoire de cette époque des banlieues rouges. C'est une vision du passé dont on est dépossédé en tant que jeune banlieusard. Je voudrais juste préciser, juste faire une parenthèse sur Jean Edernalier. Allez voir des reportages, des documentaires sur Jean Edernalier. C'est un personnage à voir. Moi, je me rappelle de 2 trucs. La première, c'est que Jean Edernalier, c'est le seul gars qui a fait une émission où il s'interviewe lui-même. Oui. D'ailleurs, donc il y a un montage où il pose des questions et c'est Jean Edernalier qui répond. Il est complètement malade. Et il a fait aussi, tu te rappelles de Mesrahi qui faisait je te demande juste de te rapprocher un petit peu de moi, juste pour la caméra. Voilà, excuse-moi. Tu sais pas de Mesrahi qui faisait des fausses interviews. Ah oui, d'accord. Et qu'il a fait une d'interview de Jean Edernalier. Et Jean Edernalier, je pense que l'avait un peu capté. Et lui avait dit cette phrase que moi maintenant j'utilise parce que je la trouve très 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 belle. Il lui a dit: vous avez un grand avenir derrière vous. Ah, oui. Très classe, très classe Jean Edernalier. Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire, le doute existe toujours sur les conditions de sa mort, tu le sais. Hein. Ah oui, on ne sait pas trop. Bah oui, il est mort par un accident de patin à roulettes, parce qu'il faisait du patin à roulettes en dernier. Et alors on dit que, bon alors ça, c'est encore le complotisme, hein, mais on dit que Mitterrand ne serait pas étranger complètement. Ah ouais. Parce que, il n'avait pas révélé, c'est pas lui qui avait révélé les trucs sur sa fille Mazarine, oui, l'existence de Mazarine, etc. Oui, voilà. Et certains disent que, ou peut-être bicyclette, je ne sais plus, certains disent que en fait son accident ne serait pas fortuit. Mais à vélo, ouais, c'est à vélo. Donc il avait déjà fait l'idiot international au moment de 68, et il l'avait ressorti par la suite dans les années 80. Alors, si je peux me permettre, cher ami. Vas-y. Donc nous passons ces années 70, il y aura encore tellement à dire. Ces années 70 sont dites années folles, mais pas uniquement. Ce sont des années de militantisme extrêmement intense, mais dans absolument tous les domaines. Et même des domaines qui sont aujourd'hui revisités, comme l'antispécisme, ou comment la question nucléaire, qui était très très importante au départ. L'écologie radicale. Bien sûr, les féministes radicales, etc., etc. Donc, toutes ces questions que certains pensent découvrir aujourd'hui, elles étaient extrêmement à l'ordre du jour. Les questions homosexuelles. Alors, la question homosexuelle avec le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, avec des gens extrêmement intéressants dedans. Hockenheim. Guy Hockenheim, absolument, des gens tout à fait intéressants. Alors bien sûr, Jean Genet était aussi une figure très importante, pas du phare, mais enfin bon, de cette question homosexuelle, etc., etc. Et enfin, il y avait beaucoup d'autres acteurs politiques. Et je dis bien, toutes les questions étaient vraiment reprises. Donc
c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'intersectionnalité. Hein. Ouais. Bon, c'est la vérité. Non mais c'est ça qui me fascine dans le truc de l'intersectionnalité. On a l'impression que ça a été inventé maintenant. Non. Juste parce qu'il y a eu le mot intersectionnel, alors Mais qu'avant oui, on parlait, ça veut- il y avait une réflexion non. sur les articulations. On était évidemment anticolonialiste, on était évidemment féministe. D'ailleurs, ma première arrestation, c'était pour une manif féministe. Hein. J'ai pas dit première manif, j'ai dit première arrestation sérieuse. C'était pour une manif féministe dans ma banlieue, là-bas, du côté d'Argenteuil, Hermont. Nous protestions contre l'élection d'une Miss Forum. C'était un forum commercial. Je la raconte parce que c'est assez rigolo. Parce que ça m'a assez marqué, donc j'étais au lycée, hein, j'avais 16-17 ans, je crois que j'étais en première, et nous étions allés avec un groupe de camarades, surtout des filles du lycée, pour distribuer un tract qui protestait contre l'élection de Miss Forum. Alors, il y avait Thierry Luron qui devait être là, il y avait tout cela, il y avait toute une fête, et puis on allait lire la Miss Forum, etc. Donc les camarades, enfin les filles du lycée avaient décidé de protester contre cela. Et on était allé leur prêter main forte, évidemment. Ça s'est terminé en pugilat général, alors que nous étions des pacifistes, je le répète, à l'époque. Et ça s'est terminé en pugilat général, et le commissaire de police a réussi à me faire choper par ces hommes. C'était une mêlée absolument incroyable, indescriptible, une bagarre générale au milieu de la foule, entre les policiers et nous. Et donc j'ai été capturé. Et les policiers m'ont emmené dans... Oui, mais réellement, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Le commissaire de police a fait semblant de tomber, comme si j'avais... Non, il a fait semblant de tomber en disant que je l'avais frappé. C'était absolument faux, c'était vraiment une provocation. Alors que j'étais en train de parlementer avec lui pour essayer de dire nous ne sommes pas là pour la bagarre, nous sommes là pour venir expliquer quelque chose et tout. Et tout d'un coup, il fait semblant de tomber en disant il m'a frappé. Et du coup, des policiers me chopent, m'emmènent au commissariat, au petit poste de police qui était à côté. Mon compte allait être bon. Et je le dis parce que c'est tout à fait intéressant, cette histoire. C'est ton aura qui l'a fait tomber, Youssef. Mais c'est une histoire de dingue parce que c'était en même temps très émouvant, vous allez comprendre. C'est que je me retrouve donc prisonnier. 2-3 autres camarades avaient été arrêtés. Un autre copain, anarchiste, il s'appelait François d'ailleurs. Et puis un petit loustic de la cité d'à côté. Parce qu'en fait, nous n'étions pas loin de ma cité en vérité. Et c'est un loustic, il y avait pas mal de jeunes de la cité qui étaient venus quand ils avaient vu que ça se bagarrait avec la police. Voilà. Et donc du coup, ils sont venus, donc et lui aussi a été capturé. Et il se trouve que on était mal partis. C'était un petit poste de police, hein. C'était pas un gros commissariat, c'était juste un petit poste de police de quartier, hein, avec quelques policiers dedans, etc. Et là-dessus, les policiers s'apprêtaient à me régler mon compte. Et donc nous étions assis, on n'emmenait pas large. Et puis il me demande, un des policiers me demande de venir, donc je donne mon passeport. Et c'était un pied noir. C'était un pied noir qui visiblement avait fait la guerre d'Algérie et qui visiblement avait envie de régler un compte avec les Arabes. Et il me dit comme ça, il m'interpelle, il me dit mais comment toi tu peux lutter pour la femme? Alors j'ai pas reproduit l'accent pied noir, j'ai pas reproduit l'accent pied noir, mais j'aime bien le faire avec l'accent pied noir si vous me permettez, non? Est-ce qu'on autorise l'accent pied noir, les gens? Allons-y. Oh, comment tu peux lutter pour l'émancipation de la femme? Toi, un oppresseur né de la femme. Les Arabes sont des oppresseurs nés de la femme, c'est connu. Et moi, je lui dis, ah bon, dans ma tête, je dis, c'est terrible, parce que vous dites ça à un jeune de 16-17 ans, comme ça, c'est un oppresseur né de la femme. Et donc, du coup, il était tout content de lui. Comment, toi, un oppresseur né de la femme? Bon, je reprends ma... Et puis, il avait à peine dit cela, qu'un pavé arrive contre le petit poste de police, contre la vitre, et la pète. Et là, on entend toute une masse de gens, toute la foule était venue, il y avait les camarades, etc., qui étaient tous là, et plus tous les lascars de la cité d'à côté qui étaient là aussi, en disant « Libérez nos camarades !» Libérez nos camarades. Et puis un deuxième pavé, un troisième pavé, une pluie de pavés qui s'abat contre le poste de police. Et là, j'ai vu les policiers qui commençaient vraiment à avoir peur. Et le policier me dit, écoute, vas-y, sors et dis-leur que si jamais ils partent, on vous laisse partir. Et les gens, non, la foule, non. La foule, merci, non. Et là-dessus, on a été libérés par la foule. Et le policier me dit, allez, il nous a rendu notre passeport. Allez, vas-y, notre passeport, nos pièces d'identité. Et allez, partez. On se retrouvera. J'ai dit, oui, on se retrouvera, monsieur. Bon, voilà quoi. Tu l'as retrouvé?
Bah, jamais de la vie, mais c'était... Alors, ils étaient embêtés parce que ce jour-là, il y avait toujours plein de manifs. Et le groupement policier le plus proche était pris par une manif à Paris, etc. Donc, ils ne pouvaient même pas demander de renfort. Ouais, il y avait trop de... On s'est rendu compte après. Il y avait un rapport de force, ils ne pouvaient pas gagner. Voilà, donc on a été libérés par la foule, c'était extraordinaire, donc sous les vivas et autres. Et donc voilà, bon, enfin, ça s'est reproduit par la suite dans ma vie, cela dit, d'être libéré par... mais je le dis libéré franchement. par la foule. Ah oui, absolument. Alors, je suis désolé pour les alertes, les gens, si elle est un peu forte. Et est-ce que ça fait pas flou parfois? J'ai l'impression que ça fait flou sur l'écran. D'accord, ça marche. Bon, bah voilà, c'était les années 70, il y avait sans arrêt. Donc, notre Efficace, vie... les loustiques. Ouais, tout à fait, c'était super, je le connaissais bien en plus, le Lascar qui avait été arrêté avec nous. Il s'appelait Titi en plus. C'est pas une plaisanterie parce que c'était l'époque. C'était presque l'époque où Renaud allait commencer à venir de ma cité. Parce que Renaud, le chanteur, venait de ma cité. Je crois à l'époque, il était célèbre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il faisait les tournées des maisons de jeunes. Hein. Et surtout, il fréquentait ma cité, la cité Jeu-le-Curie à Argenteuil, donc à la limite entre Argenteuil et Épinay. Et donc, du coup, il venait et il connaissait justement ce loustic, ce fameux Titi, qui avait été capturé en même temps. D'accord. Ouais, voilà. On dirait enfin, bref. une roumaine des années 80. La focale, c'est super. Il y a l'équipe technique qui est dessus. C'est pour l'ambiance d'époque. Pour essayer de régler ce petit problème technique. Mais le manual focus, moi je ne connais rien. Mais il est dessus. Il y a le monteur qui est dessus. Et donc ça c'était les années 70. Alors je termine en disant que ces années 70, elles n'étaient pas que des années marrantes, etc. C'était des années extrêmement graves. Et vous allez comprendre pourquoi. C'était des années où la révolution était à l'ordre du jour. Alors d'un point de vue d'ensemble, les Américains étaient en repli partout. Ils avaient subi l'échec du Vietnam quand même. Hein. Ils avaient subi l'échec du Vietnam, ils s'en étaient pas remis. Il y avait eu le Watergate, etc. Les guérillas en Amérique latine étaient florissantes. Donc, d'une façon générale, il faut bien comprendre que ceci explique... Je ne dis pas que ceci explique en cela, mais le contexte était un contexte de repli de l'impérialisme. Hein, l'impérialisme était vraiment sur la défensive. L'URSS, quoi qu'on pense de l'URSS, s'opposait aux États-Unis de façon vigoureuse. Et cela, en fait... créer une sorte d'ambiance favorable à l'émergence de toutes les luttes. Faut avoir ça. C'était pas uniquement parce que c'était l'après. Ouais. Il y avait absolument tout. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours une notion d'internationalisme. Complètement. Nous étions même dans le BPP. Complètement, nous étions en phase avec toutes les luttes dont c'était les luttes anticoloniales, aussi en Afrique, contre le colonialisme portugais. C'est ce que disait Malcolm X. Il disait en gros, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans le coin de votre rue, dans le coin de la rue, si vous ne comprenez pas l'ordre international, ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'était une sorte de mondialisation avant l'heure. Nous étions à l'heure du monde en général. Alors c'était l'époque où il y avait une vraie extrême gauche aux États-Unis, il faut quand même le dire. Hein. Alors, qui était surtout entraînée par le mouvement noir, bien évidemment. Hein. Mais il y avait aussi une kyrielle de petits groupes blancs qui étaient extrêmement bien, très positifs, qui était un mélange de ce qu'on appelait l'underground, parce qu'on était très en phase avec la culture underground. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était que la culture underground. Eh bien, c'était la culture underground, comme son nom l'indique, c'est la culture souterraine. Underground, souterraine. Hein, ce qu'on appelait la culture underground. Souterraine. C'était la marge. C'était ça incluait tous les mouvements de résistance blancs. Il y a eu même un mouvement, vous savez, de lutte armée blanc aux États-Unis, hein, quand même. Hein. Ouais. Qui a travaillé avec les Black Panthers. Hein. Enfin bref, toujours est-il que c'était ambiance permanente. Alors sur le front français, c'était pas qu'une fête. Il y a eu des morts. Il y avait très souvent des actions armées en France. On ne le dit pas, mais des petites actions armées. C'était pas encore ce qui était en Italie à l'époque, hein, mais il y avait quand même très souvent des attentats contre des officines fascistes, le journal Minute, etc. Il y a eu quelques morts quand même. Hein. Faut bien comprendre ce qui va arriver ensuite dans les années 80. Hein. Et donc, très souvent, lorsqu'il y avait une injustice, etc., il y avait un attentat qui suivait, les manifestations étaient extrêmement violentes, de plus en plus violentes d'ailleurs. Hein. Ça se terminait, je vous le dis, en barricade dans la gare Saint-Lazare, je me rappelle toujours, face aux flics et tout, face aux fascistes. Tous les vendredis soirs, on avait rendez-vous à la gare Saint-Lazare parce que les militants gauchistes venaient vendre leur presse. Et les fascistes avaient compris, donc ils venaient aussi. Donc c'était devenu le rendez-vous international, enfin le rendez-vous de tout le monde c'était la guerre civile, quoi. C'était contre les fachos. Ouais. Contre les fachos, voilà. Ils étaient plus présents à l'époque sur Paris et tout. Ils étaient présents, mais ils étaient extrêmement minoritaires. Et ça, c'était bien. Alors il y a eu quand même très très grosses bagarres, notamment au Palais des Sports, un meeting contre l'avortement.
C'était au Palais des Sports, la porte de Un Versailles. meeting contre l'avortement. Ouais, Donc, les fachos. un meeting des fachos. Ouais, un meeting des fachos qui avait été donc attaqué de façon massive par toutes les organisations d'extrême gauche. Ça avait donné une bataille mais mémorable qu'on retrouve sur Internet d'ailleurs, hein, avec les CRS qui étaient là pour protéger les fachos. Il y avait aussi eu à peu près la même chose à la Mutualité. Et je ne sais plus pour quel thème c'était exactement, mais à chaque fois, c'était l'occasion. C'était l'époque où la LCR était quand même pas mal, avait un super service d'ordre. Les Mao aussi avaient un super service d'ordre. Et ça vous donnait des services d'ordre de plusieurs centaines de militants armés. Armés de grands madriers, de casques, etc., de cocktails Molotov et autres. Non, c'était vraiment des combats de rue extrêmement intenses. Extrêmement intenses, hein. Les chasseurs de skins, c'est plus tard, les gens. C'est dans les années 90, les chasseurs de skins. Oui, tout ça, c'est bien après. Bon, bref. On arrive aux années 80 pour vous dire que les années 70 n'étaient pas que des années rigolotes où on s'amusait, où tout était super, où c'était la fête en permanence, où je dis bien, la jeunesse avait beaucoup plus d'opportunités qu'aujourd'hui. Hein, aussi bien au niveau du boulot, au niveau de tout cela, et même la jeunesse ouvrière, qui commençait pas uniquement la jeunesse petite bourgeoise, à laquelle j'ai été lié forcément parce que j'ai eu la chance de faire un peu d'études. Donc voilà. Et donc du coup, c'est ce que je voulais dire. Et lorsqu'on arrive aux années 80, le ton va commencer à changer, le ton va être beaucoup plus grave. Ça va être des backlash. Beaucoup moins des retours de bâton. Ouais. Et d'ailleurs, je peux dire que le principal problème, ça va être l'union de la gauche en vérité. Dès l'instant où la gauche, le Parti communiste, les radicaux de gauche et le Parti socialiste vont conclure entre eux un accord qu'on appellera l'accord d'union de la gauche, dans la perspective de remporter les présidentielles. Pas que cela, mais cela s'accompagne en même temps de tout un recul. À la fin des années 70, tout un recul des luttes. La crise économique. Donc la vie devient plus dure d'une façon générale. Beaucoup de choses ensemble. Les Américains essayent de reprendre du poil de la bête un peu partout, de contrer les guérillas. Avec aussi le début de la fin de l'URSS. Alors, pas encore. Ça va être, vous savez, les années 80, on appelle ça, il y a un regain de guerre froide. On appelle ça la guerre fraîche. Hein. On appelle ça la guerre fraîche en histoire, dans les manuels scolaires. Et ça va être en même temps l'URSS, les Américains qui reviennent sur le devant de la scène. Et ça va être avec, entre autres, Ronald Reagan, l'ancien acteur de cinéma qui est devenu président. Et pour lui, c'était America is back. Alors, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, juste une petite parenthèse, que Ronald Reagan a commencé chez les démocrates. Ah oui. Il a commencé chez les démocrates avant de partir chez les républicains avec Goldwater, un truc comme ça. On va en parler dans la vidéo avec Dany sur les woke, on va en parler parce que Goldwater, malgré sa défaite, il a eu un gros impact sur l'orientation des idéologiques des républicains. Et c'est lui qui a donné toute l'idéologie anti-woke avec l'idée que les vraies victimes de la mondialisation, ce sont les petits blancs de classe moyenne, hétéros et tout, qui se font attaquer par les communistes, par les féministes, par les tout ça. On en reparlera avec Dany. Excuse-moi pour cette non, je t'en prie. Donc voilà, donc on arrive aux années 80, il y a 4 thèmes sur lesquels j'aimerais développer, en ce qui me concerne. Hein. Ça va être disons, le militantisme, on va dire, hard, entre guillemets. Hein, puisque, soft. Non, plutôt hard. Tu sais de quoi on parle? C'est-à-dire soft et hard. Ça fait référence à quoi, toi? Non, je ne sais pas. À quoi? Ça te dit rien si je te dis soft? Bah si, ça... Oui, mais dis-moi. Youssef, les gens, il est ailleurs, quoi. Il est dans une autre. Ouria Boutelja n'a pas eu des polémiques. Ah oui, d'accord. Ah récemment. Ah, oui, d'accord. Ok. Oui, bien sûr. Oui. Youssef est hors des sauces. Non, mais bah oui, je suis pas tellement sur les. Oui, je vois très bien. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc le militantisme hard. Voilà, militantisme hard. La question de la Palestine qui va être fondamentale en ce qui me concerne, ça va être le tournant. La désillusion d'une façon générale par rapport au militantisme blanc d'extrême gauche, en ce qui me concerne. Hein. Et donc, on pourrait dire, en ce qui me concerne, les indigènes de la République avant les indigènes de la République, en vérité. Hein, même si le nom n'existait pas, c'est-à-dire cette espèce de rupture. Et d'ailleurs, avec moi, ceux qui étaient immédiatement à côté de moi, c'était des blancs d'ailleurs, c'était même pas des indigènes. Mais qui eux-mêmes aussi étaient en rupture totalement de l'Occident. Hein. Justement, là, je veux dire, nous, on s'était arrêté quand tu parlais un peu du déclin du militantisme et tout, et on allait parler de... parce que là, tu militais beaucoup dans les mouvements de gauche, révolutionnaires. Alors, je n'ai jamais été encarté, disons. Oui. Mais c'était une façon générale. J'étais dans les collectifs. Voilà, il y avait énormément de collectifs de lutte par rapport au Chili, par rapport à l'Argentine, par rapport
Voilà. Tu nous as raconté tes rencontres avec Jean-Marc Rouillant, avec plein de figures comme ça. Et, Par la suite, c'était déjà les années 80. Ah ouais, c'était les années 80. Oui, bien sûr. Et ben donc, qu'est-ce qui va être le symbole de rupture un petit peu avec cette gauche-là? Alors, qu'est-ce qui va faire que tu vas très t'éloigner bien. Alors d'abord l'union de la gauche. Personnellement, je suis totalement opposé. Nous sommes une minorité à être totalement opposé. D'ailleurs, à l'époque, je ne votais même pas. D'ailleurs, je n'ai jamais voté de ma vie, sauf aux dernières élections présidentielles, je dois le dire. Mais nous étions totalement opposés. Nous voyions bien que, d'abord, nous connaissions le Parti socialiste. Moi, je le connaissais surtout de la question coloniale, de la guerre d'Algérie, etc. On avait quand même lu des choses, on connaissait. Hein. C'est le moment où on a commencé à entendre parler pour la première fois pas pour la première fois, mais j'en avais entendu parler par ma famille, mais où un journal va s'intéresser pour la première fois au 17 octobre 61. Hein, et c'est Libé qui était encore bien à l'époque, et qui va parler de ce massacre et tout et tout. Bon, en tout cas, nous connaissions le Mitterrand, nous connaissions le Parti socialiste, nous n'avions pas une once de confiance, d'une façon générale, parce que moi j'étais un petit peu de la tradition libertaire, comment marxiste libertaire, hein, je précise. Donc les élections, tout cela, le système, c'était pas tellement notre truc. Donc, de toute façon, j'étais contre. Et puis, on connaissait le bonhomme. Et on savait très bien à quel point nous avions quand même lu. À l'époque, on savait déjà que l'extrême droite, son passé d'extrême droite et tout, c'était déjà connu, quoi. Non. Ah ouais? Son passé extrême droite, non. Son passé de. Non, c'était son passé colonialiste surtout qui était connu. Non, son passé extrême droite n'était pas connu. La cagoule, etc. C'était pas connu. Par contre, c'était son passé de colonialiste et surtout de ministre de la Justice qui avait fait guillotiner. Des dizaines et des dizaines de militants algériens et aussi pieds noirs, hein, dont le fameux Fernand Yveton, qu'il repose en paix. Ah, c'est lui qui l'avait fait Oui. Ah, d'accord. Oui. Ah, ben oui, bien sûr. Ah, oui. Je vais juste te reprendre. Oui. Je retiens là que tu faisais le truc de Mitterrand. Juste la question de Samir, qu'est-ce que tu penses du tweet de Mélenchon sur l'Algérie? Lequel? Il a tweeté un billet. C'est un billet. Excusez-moi, je suis pas tellement sur les réseaux. Il a tweeté sur un billet et il a dit la bonne époque où il y avait un langage commun en Algérie. C'est ça, les gens? Ou c'était écrit en anglais, je crois. Non? C'était écrit en français? Je sais pas si quelqu'un veut. Alors, attendez, je vais peut-être le retrouver, le tweet de Mélenchon. D'accord. Ça va être plus simple. Mais il est critiqué là parce que c'était. Ouais, les gens, je vais regarder. Tac, Jean-Luc Mélenchon. Nous, on n'aime pas la police comme. Comme qui, Youssef? Où est-ce que c'est? Attends, je vais te le montrer. Ah non. Voilà. Ceci est un billet algérien. La langue commune ne l'est plus. Tristesse. Macron, Borne ont échoué en tout et pour tout. Oui, et alors? Moi, j'ai pas compris son tweet. Ah. Mais c'est en gros, oui, il est critiqué pour. Je sais pas. Oui, moi, je pas comprends. suivi, c'est parce que le gouvernement algérien a décidé de faire de nouveaux billets et de les. De les mettre en anglais? En arabe-anglais à la place de arabe-français, comme auparavant. Merci Isuka pour l'abonnement offert. D'accord, je viens de comprendre. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais c'est quoi? C'est un vieux billet? Mais... D'accord. Et donc, en fait, c'est les nouveaux billets où ils écrivent en anglais maintenant à la place du français, c'est ça? Oui. C'est aux Algériens de décider. Hein. Voilà. Personnellement, moi, c'est n'importe quoi de la part de Mélenchon, ça. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment, c'est une requête qui est plus français. Après, en vrai, les gens, moi, je vais le dire sincèrement, moi, je comprends. Je veux dire, le truc est maladroit, mais je comprends le dire. Ah bah regardez, pour moi, c'est le signe d'une rupture avec la France, menée par la politique de Macron. Et qui a multiplié les provocations. Bien sûr. En fait, moi, si en plus ça aurait été en arabe, j'aurais dit cool. Mais là, c'est en anglais. Ouais, je sais pas. Alors, je sais pas. De toute façon, c'est un projet qui est ancien. Ouais. Bon, c'est compliqué. On pourra en rediscuter, mais c'est un projet qui est ancien. Ah, d'accord. Ouvert à l'international, c'est pour ça. Moi, j'ai. Ouais, c'était ça. D'accord. C'est un projet qui est ancien, hein, et qui n'est pas forcément en rapport avec les soucis qu'il y a eu entre la France et l'Algérie ces dernières années. Hein. C'est un projet ancien. L'idée, c'était de dire, mais finalement, on a beaucoup plus besoin de l'anglais que du français au plan international. Donc, on ne comprend pas pourquoi. On continuerait à... Bon, bah voilà. Ouais. Bon, on ne va pas ouvrir ce débat maintenant. Ouais. De toute façon, moi, j'estime que ils font ce qu'ils veulent. Voilà, les pays sont souverains de ce point de vue. Bon, bref. Toujours est-il que... qui en même temps tacle Mélenchon sur ce tweet. Mais cela dit, moi, je ne suis pas pour tacler Mélenchon.
Personnellement, mais, on a bien après- d'autres soucis. Après, c'est vrai qu'il y a des bon, trucs à il est critiquer maladroit, sur le. il a fait d'autres choses, d'autres choses. Moi, je peux critiquer Mélenchon sur des choses qu'il avait dites sur l'Algérie. Hein. Il a dit bien des sûr. énormités aussi sur la guerre d'Algérie. Bien sûr. Mélenchon avait dit quand même une fois, la guerre d'Algérie est d'abord une guerre civile. Ouais. Et n'oublions pas que ça, c'est un dogme d'extrême droite, je suis désolé, qui consiste à dire que la guerre d'Algérie était d'abord une guerre civile entre Algériens. Mais le problème, vous savez, c'est des petites phrases. Je ne vais pas juger, la NUPES, le FI. C'est vrai, Mélenchon peut dire des tas d'autres conneries. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le programme. Oui, on va pas Voilà, se c'est tout. scandaliser Et pour un tweet comme je vais ça. vous dire, sur je vais vous dire mode, une chose, voilà. les amis. Ouais. Attends le choix. Le temps est terminé. On n'attend pas du tout. Mélenchon, on n'a jamais dit que Mélenchon était au quartier, au QG des coloniales. Hein, et nous n'avons jamais attendu de ça de lui. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Ouais, on puis pourrait y bon, revenir. Hein, mais en moi, tout je pense cas, qu'il faut éviter aussi toutes les polémiques. Oui. Voilà, les gens lui ont relevé. Moi, ça me sert à rien. Bah oui, voilà. bah oui. Donc, on revient sur Les années 80. Donc, Mitterrand. nous n'avions aucune confiance dans Mitterrand. Mais alors absolument aucune. Pour nous, le Parti Socialiste était un ennemi, ça c'est clair. Il y avait beau à l'époque y avoir une gauche du Parti Socialiste qu'on appelait le CRS, où il y avait Chevènement, il y avait une gauche du Parti Socialiste. Alors, CRS. Non, le CRS, c'est le Centre d'études et de recherche sur le socialisme. Avec Chevènement. Ah oui, absolument. Chevènement qui était dedans. Chacun des personnages, on pourrait lui consacrer une émission. Chevènement avait été, il faut le savoir, très Algérie française au départ, juste après la guerre d'Algérie. Et figurez-vous que Chevènement a été converti à l'anticolonialisme, en fait, par sa femme. Enfin, sa femme qui était juive égyptienne d'origine, et dont le père d'ailleurs était rabbin d'Alexandrie, et c'est elle qui l'a converti en quelque sorte à l'anticolonialisme. Ah ouais. Parce que, oui, par la suite. Parce que lui, au lendemain de la guerre d'Algérie, il était plutôt très revanchard. Il a même fait partie d'un commando qui voulait retourner en Algérie pour aller récupérer des soldats français perdus, etc. là-bas. Enfin bref, bon, l'histoire est très complexe. Chaque personnage pourrait donner lieu à... Alors, toujours est-il que oui, il y a eu beaucoup de gens qui portaient un espoir dans l'élection de Mitterrand, on est bien d'accord. Ça a été extraordinaire. On avait des gens qui pleuraient, on avait des gens qui disaient, qui avaient connu 36, qui disaient c'est extraordinaire, c'est le retour et tout. Bon, on est bien d'accord. Et c'est vrai que même, on le dit même peut-être en Algérie, effectivement, des gens disaient effectivement, pensaient que effectivement, Mitterrand, ça allait être mieux. Je ne sais pas, parce que... Bon, les relations avec Giscard, évidemment, n'étaient pas terribles. Hein. On connaît Giscard, qui était un grand atlantiste, qui va justement réorienter la France vers l'OTAN, etc., progressivement. Pas encore, mais on voyait bien que le courant atlantiste était en train d'être pris. Bon, toujours est-il que, pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc la rupture, ça va être cette élection de Mitterrand, la gauche au pouvoir, que nous pressentions de toute façon, et on va se rendre compte rapidement, avec les grèves de Talbot et autres, Aulnay, etc. Et puis surtout le démantèlement de la sidérurgie lorraine. L'énorme démantèlement de la sidérurgie lorraine. Je m'étais rendu en Lorraine à la fin des années 70 avec toute une bande de copains qui étaient plus ou moins militants et qui faisaient aussi du théâtre. Merci beaucoup Gérard pour les 500 bits, ça fait plaisir de voir la suite de cet entretien, force à vous. Merci beaucoup Gérard. Ouais, donc la Lorraine. Oui, nous étions allés à Longwy, à Longwy, puis à Yange, à Gondange, tous ces noms qui se terminent par Ange. Nous étions allés parce que la région était en totale éruption, était en totale ébullition. C'était le démantèlement de la sidérurgie. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que cette sidérurgie, elle concernait vraiment toute une région, mais ça veut dire que c'était la mort de toute une région, mais parce que toutes les entreprises, d'une façon générale, quelles qu'elles soient, que ce soit les garages voitures ou ce que vous voulez, les bureaux, les agences immobilières travaillaient malgré tout, enfin étaient liées à la vie du bassin de Longwy, et qui était liée à la sidérurgie. Mais c'est vrai que, en fait, on se rend pas compte déjà que les vies humaines qu'il y a derrière les fermetures d'entreprises. Ah, et au moment comment fermer une telle entreprise, ça peut aussi avoir de l'impact en fait sur tout l'économie de la région. Mais toute la région était en ébullition, et donc on s'est rendu là-bas parce qu'on faisait un montage théâtral sur le travail. Nous avions décidé et on s'est dit le meilleur endroit. Tu faisais du théâtre ? Alors, moi, j'ai fait du théâtre précédemment, absolument. Et là, c'était une troupe de copains qui faisaient du théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre au lycée, etc. On jouait du Boris Vian, on jouait, etc. D'accord. C'était fabuleux. D'accord, mais théâtreux. Comment ? Ça vient de là, ta prestance sur scène, ton aisance orale. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais très timide avant de faire du théâtre. D'accord. Et c'est la vérité, c'est le théâtre qui m'a permis de parler en public. Il n'y a que des théâtreux, en fait. Samir a fait du théâtre, moi j'ai fait du théâtre. Ouais. T'as fait du théâtre ? Lui, il n'a pas fait de théâtre.
Ah Le ouais. monteur n'a pas fait de théâtre. Donc... Ah ouais, ouais. Au lycée, ça m'a été extrêmement utile parce que je suis passé du théâtre à l'action militante. Parce que du coup, comme j'ai commencé à parler en public, c'est comme ça que je me suis retrouvé leader au lycée. Donc pour moi, il n'y avait pas changement. Donc c'était comme si je faisais du théâtre, effectivement. Non, Macron a fait du théâtre. Bah oui, de toute façon, c'était évident. Hein. En troisième, j'étais un peu. Et c'est en troisième que j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'étais un petit peu timide. Et là, j'étais très bavard, cela dit. Hein. Mais timide en même temps. On est étonné que tu étais très bavard. Tu étais très bavard en cours et tout. Ouais, j'avoue. J'étais bavard. J'étais pas du tout insolent ou quoi que ce soit, par contre. Hein, pas Mais du bavard tout, hein. avec ton copain, bavard avec. C'est ça. Mais alors pas du tout insolent, toujours très respectueux des professeurs, c'est la vérité. Hein. Mais tu peux pas tenir en place. Dès que j'avais l'occasion, je glissais une parole, c'est vrai. Bah oui. Taisez-vous, il disait ça le prof. Taisez-vous. Bah à l'époque c'était les claques, hein. Je veux dire une chose, c'était autre chose. Et c'était les coups sur les règles, les coups de règle sur les doigts. Hein. Ah ça devait faire mal ça. Et oui, c'était les 1000 et 2000. Je suis choqué par cette révélation. ouais, j'avoue, avec le petit sourire en coin. Bon, bref, toujours est-il, les amis, là. Toujours est-il que dans ces années 80, donc, tout filait. Et cette rupture, c'est avec l'Union de la gauche. La très grande majorité, y compris même de l'extrême gauche, hein, eh bien, disait bon, bah voilà, Mitterrand, malgré tout, on va essayer, etc. Je faisais partie d'un groupe qui était. L'un des commentaires m'a fait rire. Oui, Youssef a son voisin de table. Je t'ai parlé d'un Nagba. Excuse-moi. Je vais essayer de me concentrer, Youssef. Ouais. Mais il est drôle, le chat. Oui, tout à fait. Et donc, alors là, c'est moins drôle ce que je vais dire. Et donc, non, parce que il y avait eu, je l'ai dit, toute une série d'actions armées dans les années 70. Tout était parti de l'assassinat de Pierre Auverney. Qui est Pierre Auverney, au début des années 70, donc à 71, 72, était un ouvrier, c'était un gauchiste en fait, et qui était établi, ce qu'on appelait les établis. Alors tu connais ce qu'on appelait les établis. C'était ces militants d'extrême gauche qui allaient travailler en usine pour y porter la parole révolutionnaire. C'est lequel qui a écrit un livre qui est super connu, c'est Linhart, non? C'est Linhart. Voilà, Linhart, l'établi. Voilà, l'établi. Qui lui-même était dans la même organisation d'ailleurs. Voilà. Et Pierre Auverney, Pierrot, hein, eh bien, un jour où il distribuait, et je me rappelle, c'était l'anniversaire de la commune. Oui, parce qu'il faut quand même que vous sachiez une chose. Hein, c'était le maoïsme mangé par Action Directe. Ouais, on avait, ce n'est pas Action Directe, je vais vous dire. On avait des rituels révolutionnaires extraordinaires. On loupait aucune date. On ne loupait aucune date à commémorer. C'était la Commune de Paris, c'était etc. C'était sans arrêt. C'était les morts de Charonne, et c'est vrai, pas encore le 17 octobre, parce que l'immense majorité des gens l'ignoraient. Hein, mais toutes les dates, on les commémorait, les dates révolutionnaires. Hein. Et donc du coup, eh bien, effectivement, c'était comme ça. Et à chaque fois, ces manifestations, évidemment, finissaient en émeutes, etc., des barricades et autres, à chaque fois. Et donc du coup, Merci souvent la manif on se faisait pour la Commune de Paris, ça se terminait au mur des Fédérés. Hein, allez-y, le mur des Fédérés, c'est au cimetière du Père-Lachaise, en haut, et c'est là-bas que c'était le dernier carré des fusillés de la commune. C'est là-bas que les derniers communards ont été fusillés. Hein, voilà. Et donc du coup, on avait tous ces rituels qui étaient extraordinaires, et donc du coup, Pierre Auverney, alors qu'il distribuait un tract appelant à la manifestation de Charonne, à commémorer la manifestation de Charonne, se retrouve devant l'usine Renault. Et là, il a une invective avec un vigile de chez Renault, Tramoni, Jean-Antoine Tramoni. Et le ton monte, et Tramoni sort carrément son arme et abat Pierre Auverney. D'accord. Alors qu'il n'avait que des tracts à la main. Et ça a été un point de départ. Il faut comprendre que c'était un point de départ, parce que c'est de là que donc, Tramoni sera condamné uniquement à une peine de prison de 2-3 ans. On dira que c'était légitime défense, alors que Pierre Auverney, qui était un bon gars, Pierre Auverney, qui était un type très sympa, très militant et tout, il était désarmé. Puis c'était donc du coup, Tramoni, lorsqu'il sortira de prison 3 ans après, est abattu. Ah ouais. Il est abattu par un commando à moto, de militants à moto qui l'abattent. Et ça sera revendiqué par les NAPAP, les noyaux armés pour l'autonomie du prolétariat.
dont on parlera par la suite parce que Il y c'est. avait combien d'organisations Ah, mais il y en en fait avait énormément. Oh, il y a un moment donné, vous deviez galérer pour les noms en fait. Et donc ça fait NAPAP. Noyau organisé, des Noyau armé pour. Non, mais attendez, si je vous. Non, mais si je vous parlais. Non, mais à chaque fois, il y a une nouvelle organisation non, mais qui attendez, arrive. Quoi. non, mais oui, il avait pris que 3 ans pour cet homicide, absolument. On avait dit que c'était la légitime défense. Hein. C'était ce qui est absolument incroyable. Et alors, à l'enterrement de Pierre Vernet, il y avait 500 000 personnes. C'était énorme. Bon, pas 500 000, mais enfin, on retenait le chiffre de 500 000, mais facilement 200, 300 000. Ouais. C'était énorme, la manifestation. Et Pierre Vernet, qui bossait à Renault, son cercueil était porté par les travailleurs immigrés de chez Renault, du mouvement des travailleurs arabes, justement. C'était extrêmement émouvant. Hein. Ça va être un point de départ, l'assassinat de Pierre Vernet. Pour beaucoup de gens, ça voulait dire, avec l'État maintenant, il faut parler autrement. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Faut parler autrement, et ça va, les manifs, etc., etc. Et c'est de là que des tas de petits groupes armés, en fait, ont commencé plus ou moins à apparaître. Alors certains, c'était juste des petites bombinettes, comme on dit. D'autres, ça sera plus sérieux, comme les NAPAP et comme les BI, les brigades internationalistes, qui, elles, vont réaliser des actions beaucoup plus importantes. Je dis bien, aucune des actions n'a jamais fait de victimes civiles. Aucune de toutes ces actions. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. D'ailleurs, ce sera également le cas dans les années 80. Contrairement à... aucune n'a jamais fait comme victime, soit par accident, des bris de verre, des choses comme ça. Hein. Mais jamais, jamais. Hein. Les gens étaient extrêmement... Enfin, les militants étaient très précautionneux et ne s'amusaient surtout pas. Il faut comprendre qu'au même moment, en Italie, c'était une véritable guerre civile. Hein, entre l'extrême gauche très puissante et les fachos. Et l'État. Hein. Donc, c'était une guerre à trois, où les fachos ont fait des attentats terribles, des attentats massacres au début des années 70, notamment à la Banque de l'Agriculture à Milan et autres. Donc c'est pour vous donner le contexte. C'est un contexte où il y avait une tendance aussi à la lutte armée qui existait déjà depuis la fin des années 60. Ça avait commencé en Allemagne avec la Rote Army Fraction, avec la fraction armée rouge, ce qu'on appelait le groupe Baader-Meinhof, qui était surtout un groupe anti-impérialiste, qui travaillait énormément avec les Palestiniens. Hein. Énormément avec détournement d'avions, c'était toute cette époque. Hein. Et en France, il y avait plein ça commençait à arriver. Il y avait plein de liens entre eux. Ah, oui. Il me semblait qu'il y avait aussi des groupes japonais qui truquaient avec les Palestiniens. Oui, absolument. Il y avait un groupe qui s'appelait la fraction armée rouge japonaise, d'ailleurs dont les survivants, je vais dire, certains sont au Liban actuellement, ouais. Hein, dont le chef, Yoko Akamoto, finalement va se marier avec une Libanaise, et c'est comme ça qu'il a pu rester au Liban. Mais un certain nombre, malheureusement, avait été balancés par le Liban au Japon il y a un certain temps, absolument, en échange d'une aide économique. C'est terrible. Enfin, et en tout cas, je vous invite parce que c'était des gens extrêmement intéressants. La fraction armée rouge japonaise, extrêmement intéressant, et leur leader, est toujours au Japon. C'était une femme, hein, leur leader. Et enfin voilà. Toujours est-il que l'assassinat de Pierre Vernet va marquer une rupture. Quel courant? C'était l'extrême gauche. C'était l'extrême gauche là qu'on parle. Oui, Pierre Vernet. Pierre Vernet, c'était l'extrême gauche. Il était maoïste. Hein. Ils ont cru que c'était Pierrot Vernet. Ah oui, d'accord. Alors que c'est Pierre-O Vernet. Ouais, Pierrot Vernet, bien sûr. Parce qu'ils ont cru que tu disais Pierrot Vernet. Ouais. Et donc, tout ça pour vous dire que donc il y avait plusieurs groupes armés qui existaient déjà dans les années 60, à la fin des années 70. Action Directe va naître à cette époque, à la fin des années 70, vers 78, je crois. Ça va être la première action, ça va être le mitraillage du ministère de la Défense, de la façade du ministère de la Défense. C'était une chose symbolique un petit peu, etc. Enfin, pour vous dire que... Mais pourquoi? Parce que... ça veut dire, les gens, rendez-vous compte, ces gens, ils avaient des mitrailleuses, ils ont tiré sur le ministère de la Défense. Un pistolet mitrailleur, pas une mitrailleuse. Oui, un pistolet mitrailleur, et non, mais c'est quand même un truc de ouf. Ah oui. Genre nous, on se dirait, waouh. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a quelqu'un, non, mais... un militant d'extrême gauche, il est venu avec une arme, il est reparti. Oui, sur le ministère de la Défense. Ah oui, c'est un commando. C'était le ministère de la Défense, je crois. Quelle époque. Mais tout ça était un petit peu normal pour nous parce que ça se passait en Italie de façon très importante, ça se passait un peu partout, en Espagne. En Espagne, c'était les grappots, en Italie, c'était... Vous savez qu'en Italie, on a recensé qu'il y avait 200 groupes armés en Italie. Ah ouais. Hein, c'est pas la rigolade. 200, dont 30 principaux. Hein, dont 30 principaux, les brigades rouges, Prima Linea, etc. Alors là, au niveau des sigles, tu t'y perdrais. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Les noyaux armés pour l'autonomie. Non, il y avait aussi l'équivalent presque les noyaux armés populaires, etc. Il y avait même des femmes en armes en Italie. Ouais. Il y avait, Donne Almati per il Comunismo, les femmes en armes pour le communisme, hein, et qui jambisaient des violeurs, qui jambisaient des avorteurs. Jambiser les gens, c'est de viser les jambes. Voilà. Gary aussi, je connais pas. Bon, et il y avait un autre groupe féministe armé qui s'appelait les Nouvelles Sorcières.
Inovis Telegi, je me rappelle toujours, les nouvelles sorcières, et qui elle aussi pouvait pratiquer éventuellement des jambisations et autres. Bon bref, c'était une période complètement... Et quand on arrive au début des années 80, il y a aussi cette lancée. Donc il y a déjà des militants qui sont clandestins et qui pensent qu'effectivement la chose politique ne peut plus se régler de façon... qui n'ont plus confiance dans la démocratie bourgeoise habituelle et qui pensent que la lutte armée est une solution. Hein. Et je le dis, c'est pas uniquement en France, c'était aussi au Portugal. Au Portugal, c'était les FP25, les Forces populaires du 25 avril. C'était, donc je l'ai dit, les Grappo en Espagne. Et puis en même temps, il y avait l'IRA en Irlande et il y avait ETA au Pays Basque. Hein, au Pays Basque Sud. Mais ils existent toujours, le TA. Bien sûr, oui, ils ont déposé les armes maintenant. Ah oui, ils ont déposé les armes. Oui. Mais ça fait pas très 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 longtemps. Non. Il y a une dizaine d'années, non? Oui, puis il y a toujours des procès plus ou moins. Et, et surtout, il faut savoir qu'il y a toujours des militants en prison. Hein. Ouais. Il y a toujours des militants en prison. Alors en ce qui concerne l'Italie, la plupart des militants sont sortis. Et en Corse, c'était quoi en Corse? Alors en Corse, c'était le FLNC. Ouais. Il y avait déjà le FLNC, le Front. Il y avait aussi en Bretagne, l'armée républicaine. L'armée républicaine bretonne, la RB. Donc il y avait effectivement toutes sortes de groupes. Dans les années 80, d'autres groupes naîtront. Alors Action Directe prendra de l'importance. Il y aura en Belgique les CCC qui vont être aussi très importants, cellules communistes combattantes. Et enfin, je sais que ça peut pas. Mais bon, en tout cas. Du coup, moi, je vais faire partie de ce mouvement, rassurez-vous. Mais enfin, toujours est-il que ma génération, c'était un problème de génération. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est que pour la gauche radicale, si on ne voulait pas échapper, si on n'était ni LCR, si on n'était ni anarchiste pampan, comme on dit, tranquille ou autre, eh bien, c'était évident que la lutte armée, c'était, nous tendait les bras, comme on dit, et on pensait que c'était ça la solution. Ouais. Et on pensait que c'était ça la solution. Je pense que l'UCF en invente la moitié. Plus que la moitié même. Et on pensait que c'était ça la solution. Alors, il y a cet aspect des choses qui nous polarisait. Moi, je vais faire partie pas d'un groupe armé, rassurez-vous, mais enfin d'une revue, non, puis on peut pas tout dire, c'est vrai. Bon, en tout cas, d'un groupe qui s'appelait Subversion, qui était une revue militante et qui prônait, et je le dis bien, parce qu'à l'époque, on pouvait le faire, hein, on peut tout dire, qui prônait la lutte armée, etc. Et qui était très internationaliste, hein, je veux dire, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, Paris va se retrouver être le carrefour de 10 000 mouvements révolutionnaires du monde entier. Il y a énormément de réfugiés politiques à Paris qui ont fui leur dictature, et parmi ces gens-là, beaucoup ont pratiqué la lutte armée. Hein. Alors, ça va être par rapport à l'Iran. C'était des gens qui étaient opposés au Shah d'Iran, mais qui ensuite vont se retrouver opposés au nouveau régime iranien, hein, des militants d'extrême gauche. Alors il y avait quantité de groupes, les fédaïstes du peuple, etc., qui avaient une petite expérience de la lutte armée en Iran à l'époque du Shah, mais qui du coup se retrouvent opposants au nouveau régime, hein, donc c'était des marxistes-léninistes, et qui sont à Paris. On aura des relations avec eux. Il y a beaucoup d'organisations turques, énormément, surtout parce qu'il y a eu le coup d'État en Turquie, en 81. Donc alors là, si je vous donnais les sigles des organisations turques, en Turquie, c'est simple. En Turquie, il y avait une organisation par village. Mais je suis sérieux. C'était toutes des organisations marxistes-léninistes. Et la différence, c'était que c'est le village d'à côté. Alors, mais je vous jure que c'est la vérité. Alors, le sigle était différent. C'était THKPML, THMLKP. Non, mais c'était vraiment, c'était ça, quoi. TKPML. Attendez, je ne critique pas. C'était tous d'extraordinaires militants. Hein. Mais bon, disons qu'on aurait pu. On aurait fait vraiment des trucs turcs en plus des HKPC. Oui, non, mais c'est. Alors bon, et donc il y avait tout cela. Il y avait des groupes iraniens, il y avait des groupes turcs, il y avait des groupes tamouls. Le PLOT, People Liberation Organization of Tamil Elam, qui avait été formé par le FPLP palestinien. Ah d'accord. Ouais, le FP palestinien. Oui, mais c'est lui qu'on doit cancel, le FPLP. Ouais, c'est ça exactement. Le FPLP a créé énormément de groupes révolutionnaires dans le monde entier, hein. Que ce soit en Éthiopie, que ce soit partout. Alors pour rappel, le FPLP, les gens, c'est la principale organisation marxiste de Palestine. C'est grosso modo. C'est ça. C'est la principale organisation marxiste-léniniste palestinienne, FPLP. Il y aura une scission qui s'appelle le FDLP, ou plutôt FDPLP au départ, qu'on appelle maintenant FDLP. Et d'ailleurs, la seule figure palestinienne encore vivante aujourd'hui, le seul leader, c'est le dirigeant du FDLP, Naïef Hawatmeh,
qui est en Jordanie. Hein, c'est le seul de toute cette génération qui est encore vivant. Alors, je voudrais Voilà. juste préciser, il y a quelqu'un qui dit pourquoi il faut cancel le FPLP. C'était une blague parce qu'il y a une militante bien sûr. de la gauche qui arrête pas de nous attaquer comme quoi on serait antisémite et qui, elle, a dit qui s'est indignée que des gens soutiennent le FPLP parce qu'ils ont fait des attentats par le passé et que donc il faut pas soutenir le FPLP. Alors, il y avait des groupes kurdes, hein, et d'ailleurs, les groupes turcs et kurdes s'entendaient très bien. C'est le début du PKK, effectivement. Et voilà. Donc, notre action, on était vraiment internationaliste, et donc on va militer avec tous ces groupes en solidarité, évidemment. Hein. En solidarité, parce que c'était quand même... Oui. Il y avait Azadi qui demandait pourquoi il y a peu la transmission et Thierry qui répond je crois que beaucoup pensaient que la population allait suivre plus ou moins, genre action directe, mais force était de constater que non et que les pays n'étaient pas prêts pour la révolution. Et comme Youssef l'a dit, ils y croyaient eux, mais c'était une erreur apparemment du coup. Tu es d'accord avec ça ? Oui, grosso modo. C'est-à-dire que nous présumions de... Enfin, mais vous savez, il faut comprendre. Il y avait aussi le mouvement autonome. À la fin des années 70, il y a ce qu'on appelle l'autonomie qui se voulait, oui, on fera une émission, et qui se voulait l'équivalent de l'autonomie italienne, qui était beaucoup plus importante, l'autonomie ouvrière en Italie, qui était beaucoup plus importante, beaucoup plus sérieuse. Je le dis parce que l'autonomie à Paris, c'était quand même autre chose. Hein. Les groupes autonomes, c'était... énormément ont été infiltrés par la police, etc. Ouais. Enfin bref. Toujours est-il que c'est dans cette ambiance que, donc, naturellement, comme tout le monde, nous prenions donc la lutte armée de façon tout à fait légale, je veux dire, hein, publiquement. Et donc à travers une revue, voilà. Et pendant ce temps, il y avait quand même, c'est le moment où la police va tout faire pour les militants d'Action Directe avaient été libérés à ce moment-là, de la première génération. Merci Christa, merci beaucoup Christa pour ton 9e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien Christa. C'est Christa, tu te rappelles ou pas ? Tu l'as déjà rencontrée ? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Bonjour. Et donc, toujours est-il que la première génération des militants d'Action Directe était sortie de prison. La gauche, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, c'est ça, c'est surtout par les prisons que nous allons commencer notre travail. Nous avions déjà milité avant même l'arrivée de la gauche contre les quartiers de haute sécurité. C'est par les prisons que mon engagement vraiment radical va se concrétiser. Nous avions fait de grandes campagnes contre les quartiers de haute sécurité. Vous savez, c'était ces prisons dans la prison absolument horribles, où on mettait sur le modèle de Stammheim, la prison allemande, où justement furent assassinés les militants de la fraction armée rouge, parce qu'ils ont été assassinés. Ils ne se sont pas suicidés, hein, contrairement à la légende officielle. Ouais. Et puis même les suicides en prison, même si c'est vraiment lui qui le fait à la fin. Non, mais là... non, mais je veux dire, même, t'as des gens, mais c'est lui qui l'a fait. Je veux dire, il y a des pressions et tout pour que tu te suicides, quoi. C'est un mode bien sûr. suicide forcé, quoi. Bien sûr. Donc, toujours est-il que c'est par rapport aux prisons que nous avons commencé à militer, et c'est contre les prisons de haute sécurité, et en France, ce qu'on appelait les QHS, les quartiers de haute sécurité. Et ensuite, quand la gauche arrive au pouvoir, il y a déjà des militants qui sont en prison, donc nous allons faire une grande campagne pour la libération de tous les prisonniers politiques. Entre-temps, j'avais rencontré différents membres de famille, enfin, ou de proches de militants qui étaient en prison en France pour des actions armées, on va dire, hein, notamment les brigades internationalistes. Et donc, qui étaient dans la continuité des NAPAP, hein, qui ont réalisé énormément, qui sont peu connus en France, mais c'est le groupe qui a réalisé le plus grand nombre d'actions. Les NAPAP ? Alors, les NAPAP, non, les brigades internationalistes. Ah, d'accord, les brigades. Alors, entre autres, ils étaient spécialisés surtout dans les actions internationales, où il s'agissait de châtier des tortionnaires. Alors, c'est comme ça que, par exemple, l'assassin de Che Guevara lui-même, puisque le commandant, l'officier qui commandait le groupe de Rangers boliviens, formés par les États-Unis, hein, dans leur école de commando à Panama. Hein. Donc le commandant qui commandait l'unité qui a capturé Che Guevara dans les montagnes du Falcón en Bolivie, et qui va flinguer, qui va assassiner Che Guevara alors qu'il est blessé, eh bien il va se retrouver... il y a différentes histoires, mais il va se retrouver ambassadeur à Paris, ambassadeur de Bolivie à Paris. D'accord. Il sera exécuté par les brigades internationalistes. Voilà. Et aussi, elles ont aussi exécuté un certain nombre de grandes figures tortionnaires internationales. Dedans, il y avait un général de l'armée mauritanienne qui luttait contre le Polisario déjà. Hein, il y avait le Polisario. Et la France aidait la lutte contre le Polisario au Maroc. Il faut le savoir, elle a été extrêmement active. Les Mirages français bombardaient le Polisario régulièrement et tout. En tout cas, un officier de l'armée mauritanienne, parce que les Mauritaniens aussi étaient contre le Polisario, a été abattu.
Il y a aussi un général de l'armée iranienne, de l'armée du Shah aussi. Hein. Donc différentes figures comme ça ont été abattues par les brigades internationalistes. Les militants, plusieurs des militants en tout cas, ou de sympathisants comme ils se disaient eux-mêmes, seront arrêtés avec les armes qui ont servi à cela. C'est avec plusieurs de ces militants qu'ensuite nous constituerons, lorsqu'ils sortiront de prison, la revue Subversion. Voilà. Mais en attendant, ils étaient encore en prison, la gauche arrive au pouvoir, il s'agissait de les faire libérer. Et il y avait aussi des militants d'Action Directe, il y avait d'autres militants de groupe. Et donc, nous avons initié une grande campagne pour la libération de tous les prisonniers politiques. Parce que la gauche ne voulait pas les libérer, eux, justement. Elle était prête à libérer quelques militants comme ça, qui avaient placé des petites choses, mais surtout pas les militants d'Action Directe, les militants des BI, Brigade internationaliste et d'autres. Et donc, on a dû faire une grande campagne qui a été un succès. On a pourri la vie au Parti Socialiste. On lui a vraiment pourri la vie. On a envahi le siège de Solferino. Enfin, on a barré les routes avec des cordes. Enfin, on a fait des quantités de choses. On a envahi les meetings électoraux du PS. C'était la campagne des législatives qui a succédé à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et on a fini par obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Ça a été quand même une certaine victoire. C'est quelle année, ça? C'est 81. D'accord. Dans la suite de l'arrivée de Mitterrand. Voilà. Bon, bref. C'était un petit peu ce militantisme, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, un des leaders des NAPAP vient de superviser une thèse sur le wokisme, le live de Cassandre, où il y a Ouria, Wissam et Youssef de citer, ça me fume. Et ils nous critiquent je suis ou pas pas au courant, mais je ne suis Ils pas nous critiquent ou pas, Thierry Lecoq? Je ne suis pas du tout au courant. Peut-être qu'ils ont mal tourné, hein. Peut-être qu'ils ont très très mal tourné. Ouais, je ne sais pas du tout. Tu les connaissais, ceux du NAPAP? Non. D'accord. Non, j'ai connu ceux des BI parce que lorsqu'ils sont sortis de prison, et parce qu'ensuite on a fait cette revue. Bon, mais très rapidement, tout change. Alors, c'était dans cette ambiance, alors une ambiance policière, parce que nous commencions à être évidemment très. Christian Arbulot, je sais pas. Oui, Christian Arbulot, absolument, qui a mal tourné. Ah ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Le connais. Bah oui. Direct, bravo. Christian. Bah oui, exactement. L'école de guerre économique maintenant. Oui, Arbulot. Bon, bref. On va rien dire. Ouais, bon, bref. Donc, du coup, voilà, comme on dit. Donc, bah oui, Arbulot. Et donc, du coup, oui, je ne vous conseille pas de vous intéresser à Christian Arbulot. Alors, toujours est-il que c'est dans cette ambiance que débute. Donc, vous voyez, c'était une ambiance qui était extrêmement intense, avec tous ces militants qui venaient du monde entier. La Cité internationale à Paris était notre quartier général. Hein. On retrouvait tous ces militants. Il y avait sans arrêt des bagarres, etc. Bref, entre pros, anti, etc., au niveau de leur pays. Et toujours est-il que c'est dans ce contexte que je rencontre la Palestine. C'est très important. Donc, c'est en 82. D'accord. Alors, bien sûr, avant ça, c'était un peu. Tu t'es intéressé un peu, mais pas tant que ça. C'était pas. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était en toile de fond un peu. Non, exactement. C'était en toile de fond. Mais c'est l'invasion du Liban en 82 qui va tout changer. D'accord. C'est l'invasion. Alors, bien sûr, j'avais beaucoup je m'intéressais évidemment à ces questions, à toutes les questions internationales qui m'intéressaient peut-être même davantage souvent que... Parce qu'au plan interne, c'était l'écologie, c'était tout cela, enfin bref. Ouais. Les gens partaient élever des chèvres à la campagne. Bon, bref. Et toujours est-il que la question internationale est devenue prépondérante à cette époque. Elle est devenue prépondérante. Et donc l'invasion du Liban par... Et donc l'invasion du Liban par Israël en 82 va être le coup de tonnerre de ma vie. D'accord. Donc j'étais déjà... nous faisions déjà cette revue. Subversion, et nous avions décidé, c'était le numéro 2 de Subversion, et nous avions décidé de consacrer le numéro 2 justement à la question de Palestine, à la révolution palestinienne. Et donc nous écrivions donc des articles, etc., là-dessus, documentés et autres, et c'est là-dessus qu'intervient l'invasion du Liban. Et c'est là-dessus qu'intervient l'invasion du Liban, et il se trouve que c'est l'été 82. C'est extrêmement important. Et à cet été 82, l'invasion du Liban, pour ceux qui ne savent pas, c'était quelque chose d'horrible. Ça a été tout simplement horrible. Qui vont se terminer par les massacres de Sabra et Shatila, où il y a 2 à 3 000 Palestiniens qui vont réellement se faire égorger dans les camps de réfugiés du Liban, massacrés par les fascistes libanais, aidés par l'armée israélienne et conduits par l'armée israélienne, parce qu'Israël essaie de... Mais c'est Israël qui a conduit ces fascistes dans les camps qui étaient sans défense, et qui les a introduits dans les camps, et qui a même amené l'éclairage pour que le massacre puisse continuer la nuit. Puisque Israël envahit le Liban,
arrive en juin 82 aux portes de Beyrouth. Beyrouth va résister pendant 2 mois de façon extrêmement héroïque. Beyrouth va être pilonnée par la terre, par la mer, par les airs. On va couper l'eau à Beyrouth. Les Iraniens vont réussir à couper l'eau. Enfin bref, ça va être absolument terrible. Et la résistance... Les Iraniens ? Non, les Israéliens. Ah, les Israéliens. Et la résistance va être absolument farouche. Vraiment farouche. On a toute la gauche et l'extrême gauche libanaise et les Palestiniens qui sont ensemble, ce qu'on appelle le camp islamo-progressiste à l'époque, ou palestino-progressiste, c'est comme ça qu'il était appelé. Et la France assiste à ça, tranquille. Merci le Big Mac pour le 10e mois d'abonnement, merci beaucoup. Cette invasion du Liban, elle est terrible parce que non seulement le gouvernement français ne trouve pas matière à s'indigner outre mesure, mais la gauche et l'extrême gauche française sont d'une mollesse, mais alors d'une mollesse qui est épouvantable, que je trouve épouvantable. Et c'est là que personnellement, ça va être ma première rupture avec l'extrême gauche, que je trouve pas du tout à la hauteur. Alors bien sûr, on proteste, etc. Sauf une petite partie de l'extrême gauche, je le dis et je le répète, une petite partie où il y a souvent d'anciens maoïstes d'ailleurs, d'accord ? Et puis aussi un parti qui s'appelle c'est le parti bordiguiste, le parti communiste internationaliste, qui n'est pas trotskiste, qui est bordiguiste. De celui l'italien là. L'Italie, ouais, Amadeo Bordiga. Voilà. Ouais. Et enfin bref. Et toujours est-il qui va imploser à cause de cette question. Et les militants les ex-militants de ce parti vont se retrouver en première loge pour défendre la Palestine. La question est aussi une question politique. L'extrême gauche n'arrive pas à comprendre ce qu'est la question nationale. La grande question à l'époque, c'est pas le wokisme comme aujourd'hui, etc. La grande question qui divise, c'est la question nationale. Les trotskistes nous opposent à chaque fois la question nationale, travailleurs juifs, travailleurs palestiniens, même combat, vous voyez ce genre de choses, et incapables de comprendre de comprendre la question nationale telle qu'elle se pose. Et ce qui fait que ils vont être extrêmement mous. Alors moi, je le dis et je le répète, quand j'entends dire mais la LCR a toujours soutenu. Oui, sur le papier, toutes ces sur le papier, bien sûr. Sur le papier, oui, on aime bien. Mais concrètement, en France, c'est la très grande solitude des Palestiniens en 84. La très grande solitude. Et cette solitude va être d'autant plus importante. Alors il y a un unanimisme, parce qu'on a déjà les prémices des SOS Racisme, etc. qui sont là, faut comprendre. Donc tout ça va se télescoper avec la naissance du mouvement antiraciste. Donc on est en pleine effervescence sur la Palestine. Il y a des manifs, etc. Et personnellement, je m'engage à fond dans cette cause. Ouais, il y a des collectifs et tout qui se créent. Ouais. Alors je vais avoir la chance de rencontrer un individu. Je plaisante. C'est mon meilleur ami. C'est Walid. Aujourd'hui. Walid. D'accord, c'est à cette époque que tu le rencontres en France. Ils nous en parlent très 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 souvent les gens. Donc, c'est une personne, disons un militant hors pair, qui est journaliste maintenant au Liban et qui à l'époque est en France et qui va faire énormément pour bien faire connaître la cause palestinienne. Ouais. Ils ont dit mot pour mot ce que tu viens de dire, Youssef, il y a encore 3 mois. Union des travailleurs juifs et arabes en Israël, seule solution pour sortir de cette guerre. Bah oui. Alors attendez, nous ne sommes pas contre l'union, la question n'est pas là, mais sur des bases révolutionnaires, pas sur des bases pourries. Non, mais en plus, moi j'ai l'impression en niant la question coloniale, quoi. Ils se contentent de répéter des slogans, quoi. Ça veut rien dire, c'est d'accord, ok. Voilà, je l'ai dit le slogan, voilà. Ça va être réglé. Voilà. Bon, donc je le dis bien, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Walid Cherara, qui est journaliste au Liban maintenant, dans un des principaux quotidiens libanais, de gauche, bien sûr. Et donc toujours est-il qu'il va faire énormément, pas uniquement pour moi, mais pour faire connaître, populariser la lutte révolutionnaire arabe d'une façon générale, la lutte palestinienne en particulier, etc. Donc il y a cela. Dans le même temps, il y a les débuts du mouvement antiraciste, puisque en 83, alors d'abord oui, les massacres de Sabra Shatila vont être l'occasion de manifestations, d'affrontements avec à l'époque c'est le Bétar, c'est pas la LDJ. Le Bétar qui est une organisation paramilitaire sioniste à Paris qui est très puissante à l'époque, et on aura notamment un affrontement énorme qui se situera du côté de la représentation palestinienne à Paris, où le Bétar a voulu prendre d'assaut cette représentation palestinienne, et ça a donné lieu à un combat de rue énorme, où nous étions, et ça va être quelque chose d'assez important dans notre histoire. Donc toujours est-il qu'il y a ce contexte de la lutte palestinienne, il y a le mouvement antiraciste qui se développe. En 83, en décembre 83, va avoir lieu la marche pour l'égalité. Alors, il y avait déjà dans les cités, etc., beaucoup de mouvements, vous le savez, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez. Donc, je participe à la grande marche
qui réceptionne les marcheurs donc, de cette marche pour l'égalité. Donc à Paris, une très grande manifestation et tout. Et on voit bien, et là on a de l'espoir, parce que c'est assez intéressant, même si on trouve que c'est un peu modéré. Bon, on était un peu comme cela. Mais on trouve que c'est quand même une bonne chose. Et par la suite, ce mouvement va se renouveler l'année suivante. Et ça va pas du tout être la même. non. Et Parce que tu dis que 84, et c'est là que SOS Racisme va apparaître. parce que la première marche, malgré le truc modéré, moi je me rappelle qu'on disait qu'il y avait quand même des slogans anti-impérialistes. C'était pas seulement de trucs anti-racistes. Tu as c'était tout à vraiment fait, un truc, non, tu as tout à fait il y avait raison. des drapeaux Elle palestiniens. était bien sûr, elle était extrêmement, absolument. Et d'ailleurs, non seulement il y avait les drapeaux palestiniens, mais les jeunes qui vont finalement être reçus par Mitterrand, parce que Mitterrand se sentira obligé de recevoir les marcheurs de la marche pour l'égalité. Il ne faut jamais dire la marche des beurs, surtout. La marche de l'égalité de 83. Mitterrand va les recevoir et ils portent tous des kéfiers palestiniens. Okay. Et pendant toute la marche, parce qu'ils s'identifient à ce qu'ils voient à la télévision. À la télévision, c'était Beyrouth, c'était les Palestiniens massacrés, c'était la révolution palestinienne. Donc ils vont s'identifier à cette révolution palestinienne. Et d'ailleurs, je dois dire que plusieurs des leaders sont des enfants de Harki. Ah ouais. Oui, absolument, ce sont des enfants de Harki, comme quoi ça n'a rien à voir. Et Toumi Djajad, donc le principal, il porte un kéfier palestinien. Et Mitterrand va les recevoir, mais il exige qu'ils retirent leur kéfier palestinien sur le perron de l'Élysée. Et ils ne le retireront pas. Ce kéfier. C'est ça qui est extraordinaire. Et vraiment, honneur à eux, vraiment. Et donc, du coup, c'est comme ça que la carte de 10 ans va être obtenue, d'ailleurs. Ça va être la concession. Mais cela dit, leur revendication, elle était même aussi le droit de vote pour les immigrés. Ouais. Et Mitterrand, ça faisait partie du programme commun de la gauche, qui ne sera jamais tenu. Une promesse qui ne sera jamais tenue par Mitterrand. Alors, toujours est-il qu'il y a ce contexte d'effervescence au niveau de ce mouvement, de ce qu'on appelait la seconde génération à l'époque. SOS Racisme apparaîtra en 84, ça sera notre cible principale, parce que, évidemment, nous voyons très bien la supercherie des SOS Racisme. D'accord ? Je dois dire qu'une bonne partie de l'extrême gauche a soutenu SOS Racisme, et y compris la LCR de l'époque, l'ancêtre du NPA. Je le dis. C'était une des raisons aussi qui faisait que nous étions en rupture d'extrême gauche à l'époque. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, la Palestine occupe toute mon activité. L'été 82, un certain nombre d'attentats vont avoir lieu à Paris. Pas un certain nombre, même de très nombreux attentats vont intervenir à Paris. Je le répète, aucun, mis à part un attentat qu'on n'a jamais élucidé contre un restaurant Goldenberg dans le Marais, mais aucun de tous ces attentats revendiqués par des groupes révolutionnaires manifestement n'a visé de civils. Aucun. Tous ces attentats ont été faits. Alors, il y aura certains qui seront faits par action directe. Ce sont des attentats faits en solidarité avec la Palestine. Oui. Tout l'été 82. Et il y a aussi des opérations menées par les FARL, Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise, dont Georges Ibrahim Abdallah. Voilà, et ça va être là qu'on va en entendre parler pour la première fois, de Georges Ibrahim Abdallah, sera arrêté par la suite. Voilà. Alors, on pourra peut-être consacrer un jour à une émission complètement à cette période, parce que c'est très important sur Georges. Et voilà. Toujours est-il que c'est un moment de grande effervescence, parce que la police est sur les dents, évidemment. Elle réussit à arrêter personne, alors absolument personne. Aucun de tous ces responsables d'attentats n'a été arrêté. Donc il lui faut absolument un coupable. Et donc la police, elle va jeter son attention, si je puis dire, sur notre camarade de cette revue à laquelle je participais, qui s'appelait Subversion, qui était un ancien militant donc des brigades internationalistes, Frédéric Auriac. Et il va être arrêté. Et on va monter un dossier complètement vide, dans lequel on essaie de prouver que certes, c'est pas lui qui a fait les attentats, mais bon, c'est l'instigateur moral, politique de tous ces attentats. C'est-à-dire qu'il l'aurait influencé par ses idées ? Par ses idées, etc. D'accord. Et on le suspecte même d'être l'organisateur par en dessous. D'accord. De ces attentats. Ouais, il fallait trouver un responsable, quoi. Absolument, et Franceschi, qui était le secrétaire d'État socialiste à ce qu'on appelait la sécurité déjà à l'époque, la lutte contre le terrorisme, le fera arrêter. Le procès de Frédéric évidemment, ça va être un procès extrêmement important. Nous serons tous
où on va affronter la police dans la cour de justice elle-même à l'époque, hein, c'était comme ça, hein. Bagarre générale dans le procès, etc., avec les gendarmes et autres. Oui, force à lui pour Georges Ibrahim, un militant extraordinaire, je le dis bien. Donc Frédéric, notre camarade, sera arrêté et condamné à 7 ans de prison. 7 ans de prison uniquement sur la foi d'écrit. Je dois dire que Libération soutient l'arrestation et le procès de Frédéric. Absolument. Alors que Frédéric avait été militant maoïste aux côtés du directeur de Libération de l'époque, qui est Serge July. D'accord. Ils avaient été camarades de lutte dans les mines du Nord à l'époque, hein. Et Serge July, accable lui aussi Frédéric Auriac, etc. En mode, c'est lui le responsable. C'est un terroriste, etc. D'accord. C'est une période extrêmement difficile. C'est là où ils se social-démocratisent, les libérations. Complètement. Et nous allons évidemment subir la répression policière. Nous allons être arrêtés, tous, tout le monde, enfin pas que nous, enfin il y a ce qu'on appelle les coups de filet habituels. Et enfin on va plus ou moins s'en tirer. Mais c'est le début d'un harcèlement policier permanent, qui va durer des années. J'ai connu tous les commissariats de Paris, je crois. et toujours est-il que j'ai fait je sais pas combien de gardes à vue, mais bon, bref, toujours est-il que c'est comme ça, et c'est une période extrêmement importante, avec toujours en toile de fond cette révolution palestinienne. Alors, la marche pour l'égalité, le front antiraciste et notre activité militante va aussi prendre une autre forme. Elle va prendre la forme d'une radio pirate. C'est l'époque des radios pirates, et j'aimerais dire un mot sur ces radios pirates parce que je vais participer à une radio pirate à Barbès. Une radio pirate extraordinaire, dont je garde un extraordinaire souvenir, qui s'appelait Radio Mouvance. Radio Mouvance qui très rapidement va apparaître comme une radio pirate radicale, etc. Alors comme on disait Mouvance, la police disait oui, ça veut dire la mouvance d'action directe, etc. Ouais. Enfin bref. Ouais, ils ont fait des liens. En tout cas, ça va être une radio révolutionnaire qui va accueillir et qui va donner la parole à tous les mouvements révolutionnaires sur Paris. Alors je le disais, les Iraniens, les Turcs, les Kurdes, tout le monde avait, les Palestiniens, les Libanais en lutte, avec une organisation qui s'appelait Liban en lutte, qui était une organisation de communistes libanais qui luttaient parce qu'Israël occupait le Liban à l'époque, hein, qui va être extrêmement importante aussi dans le paysage politique, oui. Non, mais je voulais rappeler aux gens, à l'époque, beaucoup de gens écoutaient la radio, quoi. C'était pas. Ah oui. Pas maintenant, ça devait être seulement le canal de diffusion d'informations. Principal. Actuellement, c'est les réseaux sociaux. Voilà. À l'époque, c'était les réseaux sociaux là-bas, et les radios étaient extrêmement écoutées. Et donc notre radio pirate, je dis pirate parce qu'elle refusait de passer sous les fourches codines du dossier présenté au gouvernement et qui donnait ou qui ne donnait pas son aval. Nous étions plusieurs radios dans ce cas, et nous avons d'ailleurs constitué une sorte de petit réseau extraordinaire. Il y avait donc Radio Mouvance qui était installée en plein cœur de la Goutte d'Or à Barbès, la nôtre, et qui était complètement ouverte à la population, et non seulement ouverte, mais qui était financée par la population de Barbès. Hein, les gens donnaient ce qu'on appelait des versements automatiques. Chaque mois, ils donnaient, ce serait aujourd'hui l'équivalent de combien ? De 10 €. Ouais. Mais cela nous permettait de faire vivre la radio, et la radio sera saisie par la police à trois reprises, et à chaque fois, nous avons pu remettre grâce à la population, il y avait des moyens grâce à l'argent de la population, etc. Comme quoi, je le dis bien par rapport à ici, hein, c'était le nerf de la guerre. Et je le dis franchement, lorsque le peuple croit à quelque chose, il est extrêmement généreux. Ouais, il donne. Il est extrêmement généreux, franchement. Et là, je salue tous ceux qui alimentent notre modeste média. Il y a une petite question, parenthèse. Je ne m'y connais pas en garde à vue, sont inscrits dans les casiers judiciaires. Genre ça compte ou c'est seulement les condamnations ? C'est seulement les condamnations. Bah oui, parce que sinon, mon casier judiciaire est absolument vierge, je vous le dis. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment une injustice totale, parce que vu le nombre de gardes à vue que j'ai faites. Enfin bref. Alors donc toujours est-il que non, c'est pas du tout inscrit. Hein. Quoique, je ne sais pas si la loi sera d'ici quelques temps, mais non, c'est pas du tout inscrit.
Et donc, du coup. Je pense que ça les saoulerait d'ailleurs, les flics, de devoir l'inscrire. Ça te ferait plus de papiers administratifs. Ouais, Genre, ils vont faire moins de garde à vue. Je pense que ça les amènerait à faire moins de garde à vue parce que ça demanderait de remplir plus de papiers administratifs et donc de moins arrêter, tu vois. Ah bah oui, Alors que là, ça les arrange si c'est. Genre, la garde à vue, l'avantage, c'est aussi tu peux arrêter facilement, garde à vue, 24-48 heures et allez, tu dégages, tu vois. Ouais. Surtout dans nos affaires, ça pouvait être plus que 48 heures. Ça Ouais. pouvait être jusqu'à 4 jours. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'était à la DST ou c'était dans des endroits comme ça aussi. Hein. D'accord. Parce que tout ce qui relevait un petit peu de la sécurité intérieure, c'était. Enfin bref. Toujours est-il que cette période Alors en même temps, donc, cette histoire de Radio Pirate va être extraordinaire. Radio Mouvance avait une très grande audience, de l'aveu même des RG. On avait eu des confidences de RG qui disaient qu'elle était extrêmement écoutée. Et donc voilà, donc elle va commencer à polariser. Le gouvernement va essayer de la faire taire. Je veux dire, on aura 3 saisies successives. Il y avait une autre radio qui a compté énormément. C'est une radio qui s'appelle Radio Soleil Goutte d'Or. Radio Soleil existe toujours. Mais il y aura une scission à Radio Soleil, justement. Et la plus grande partie va se vendre au Parti Socialiste, il faut dire la vérité. D'accord. Et une minorité de militants de cette radio va partir, va fonder une nouvelle radio qui s'appellera Radio Soleil Goutte d'Or, qui sera aussi à la Goutte d'Or comme nous, D'accord. à la Chapelle, et qui est une radio extraordinaire, dont l'animateur principal était Mokhtar Bachiri, un militant marocain extraordinaire, qui avait été un des fondateurs du mouvement des travailleurs arabes, qui effectivement qui était resté totalement intègre, que Dieu ait son âme. La police de l'air et des frontières a accès aux fichiers pour savoir si tu as fait une garde à vue. Je sais, j'ai été convoqué par la PAF pour une garde à vue. D'accord. Ah ouais. Oui, mais je pense qu'il y a un délai. Je veux dire, ils vont pas garder les gardes à vue. De prescription. Oui, bien sûr, il y a une prescription, sinon ils n'en sortiraient pas. Ça m'étonnerait pas. Oui, de toute façon, aujourd'hui, tout est possible. Il y avait l'équivalent à l'époque des fiches S aujourd'hui. D'ailleurs, on en a subi, je l'ai subi du coup. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait une frontière par la suite, à la fin des années 80. Ouais, vous étiez surveillé. Ah bah j'imagine, oui, encore plus à l'époque. Oui, à chaque fois qu'on franchissait une frontière, on était mis de côté, etc. Interrogatoire. Ouais, une fois j'ai été descendu du train de nuit, en plus, train couchette, en plus qu'elle est en Espagne en pleine nuit. Je me suis retrouvé dans un commissariat du Pays Basque Nord, enfin bref, à 4h du matin. Bon, toujours est-il que ces radios pirates, donc il y avait la nôtre, Radio Mouvance, Radio Soleil Goutte d'Or, c'est une des radios qui a fait connaître le rail, il faut le savoir, sur la musique rail, qui a une grande importance. Donc c'est des radios qui étaient en prise avec les luttes, avec les travailleurs émigrés, avec toutes les luttes militantes, etc. Et aussi sur la Palestine, bien sûr, très très active. Et il y avait une troisième radio qui est très peu connue, et là c'est un vrai problème, c'était Radio Voca, une radio indépendantiste. Voca qui était le diminutif de Voix Caraïbe. Ah d'accord. Qui était une radio d'indépendantistes guadeloupéens. D'accord. Antillais. Ouais. Et qui était une radio extraordinaire. Ah, il y avait tous les indépendantistes d'accord. Ensemble. Et cette radio qui était dirigée par quelqu'un de fabuleux, un personnage extraordinaire, qui s'appelle Georges Faisan, qui était un Guadeloupéen, qui était instituteur de son État, et qui était donc indépendantiste guadeloupéen, qui était un personnage mais fabuleux, qui est mort, bon maintenant malheureusement. Mais je vous dis comment... j'ai rencontré peu de personnages comme ça dans ma vie. Ça me fait penser. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait t'appeler YouFlex parce que tu flexes. Mais ça me fait penser qu'il faudrait qu'on fasse des émissions sur les Caraïbes et tout parce que c'est un de nos angles morts, quoi. Mais les Caraïbes. Il s'est passé des choses extraordinaires. Même la Kanaki, tout ça. Ah, mais bien sûr. Dans cette radio, il y avait aussi des Kanaks. Il y avait des Kanaks. Oui. Et en tout cas, je résume parce qu'il faudrait consacrer pour cette radio simplement 2 ou 3 émissions. Et elle était très populaire. C'est une radio qui vivait un petit peu en communauté. Où il y avait tout le monde, il y avait les mamas, les enfants, on mangeait tous ensemble, etc. Et donc, c'est là que j'étais à la fois sur Radio Mouvance, mais c'est là que j'ai commencé aussi à faire des émissions sur la Palestine. D'accord. Sur Radio Voca. Ils étaient aussi très pro-palestiniens. Georges Faisan, qui était un militant. Il avait fait la guerre d'Algérie dans le service cinéma de l'armée française. Il en avait conçu une haine du colonialisme et des colons. Et à chaque fois, il me disait, je les ai vus en Algérie, il me disait ça à chaque fois, Georges Faisan. C'était un type extraordinaire. Il adorait l'Algérie, évidemment, etc. Enfin bref, toujours est-il que du coup, Georges Faisan va tenir. Il tenait tête au gouvernement parce qu'il refusait aussi de passer sous les fourches codines du contrôle du CSA, enfin l'équivalent du CSA à l'époque.
Et du coup, ils étaient aussi complètement ostracisés. Donc nos 3 radios, Radio Mouvance, Radio Soleil Goutte d'Or et Radio Voix Caraïbes, avaient fait une sorte d'alliance militante des 3 radios qui était extraordinaire. Radio Voca, je le dis, ça va se terminer plusieurs années plus tard par une saisie. Je n'ai jamais vu une telle violence policière contre une radio. Ouais. Une bataille énorme où nous étions. Nous étions aussi dans la défense physique de Radio Voca. Ouais. Ça a été quelque chose d'incroyable. Ouais. Le nombre de blessés qu'il y a eu, parce que Radio Voca avait dit les colonialistes, on les connaît. La seule chose qu'ils comprennent, c'est la force. Donc, la radio avait décidé de s'armer. Et ils avaient des fusils à l'époque, les fusils de chasse. Oui, dans la radio, ils avaient montré, ils disaient, regardez, vous venez nous chercher, vous allez voir, on a ça. Donc les policiers avaient une trouille énorme. En plus, Georges Faisan, c'était quand même champion d'Europe de bodybuilding. C'était pas bon, il en imposait avec une belle tête de prophète, avec une barbe blanche extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Charismatique. Extrêmement charismatique. Il parlait, mais c'était extraordinaire parce que il avait un langage qui n'était pas un langage marxiste en plus, hein, mais il avait un langage de dignité. C'était le mot qui revenait le plus souvent, mais qui était extrêmement prenant. À tel point que même les militants d'extrême gauche étaient bouche bée. Et voilà, c'est un personnage hors pair, Georges Faisan. Et quand on l'écoutait, il parlait de la situation. Exactement. Je vais essayer de mettre la photo de Georges Faisan. Super. Il a la classe, hein. Ouais, il a la classe, Georges Faisan. Je vais vous le mettre. C'était quelqu'un. Bah, c'est devenu un ami. J'ai eu l'honneur d'être un ami à lui. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs oui. Oui, parce que Georges Faisan, finalement, bon, je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties, mais Georges Faisan, donc la radio sera saisie à l'issue d'une bataille épouvantable. Et ce qui est terrible, c'est que l'extrême gauche l'extrême gauche blanche, hein, quand je parlais d'extrême gauche, là c'était l'extrême gauche caribéenne, hein, mais l'extrême gauche blanche ne va pas soutenir, mis à part quelques militants, ne va pas soutenir Radio Voix Caraïbes. Et la répression va s'abattre sur cette radio. Nous étions un groupe de militants arabes, français, autour de la radio, mais sinon, l'extrême gauche française va être totalement indifférente, et c'est aussi une des choses que je reproche à l'extrême gauche à l'époque. Elle était totalement indifférente à ce combat qui était absolument fondamental, ce combat anticolonialiste qui était absolument fondamental. Souvenons-nous aussi qu'il y a eu à l'époque la Kanaki. Nous étions donc aussi très bien sûr très marqués par cette lutte du peuple kanak, et avec les assassinats de militants kanak, etc. Et Georges Faisan, alors là on voit la photo, désolé les gens, c'est un truc pas libre avec de droit, donc il y a les trucs. Je vais la mettre la photo avec sa femme, c'était une blanche. D'ailleurs on voit là sur le t-shirt Radio Voca. Ouais, je crois que c'est. Je vais mettre la photo avec sa femme. Voilà, c'est sa femme, oui, tout à fait. D'accord. Mais il avait la classe, hein. Ah, extraordinaire. Il a du charisme. Hein. Et lui, c'était quoi? C'était kanak, lui? Comment? C'était pas du tout, guadeloupéen. Et alors, c'était quelqu'un qui représentait une organisation au départ qui s'appelait le MPGI, Mouvement populaire pour une Guadeloupe indépendante, immigration. D'accord. Il y avait aussi la branche donc en Guadeloupe. Mais j'essaie de faire vite parce que c'était extrêmement complexe. Donc la radio sera saisie, etc. Mais elle sera saisie parce que les fusils ont été retirés de la radio. Ouais. D'accord. Et dès l'instant, et pourquoi est-ce qu'ils ont été retirés? Parce que la section guadeloupéenne du MPGI a imposé que les fusils soient retirés dans Radio Voca. Parce que si c'était Georges, jamais ils auraient été retirés. Ouais, Georges disait c'était notre assurance vie. Il disait ces fusils sont notre assurance vie. Et donc il montrait, je me rappelle de la photo d'un de ses militants qui s'appelait Jean, qui était un grand balèze, un grand colosse. C'est vrai, et là on a une photo des gens où ils faisaient de bodybuilding. De bodybuilding, je vais la montrer la photo. Ouais, c'est ça. Mais c'était dans sa jeunesse. Ouais, mais bien sûr. Mais c'était quelqu'un d'une très grande douceur en plus. C'était pas du tout une brute. Non, excusez-moi. Ah, c'est marrant, j'avais jamais vu ces photos. Mais ça, c'est qu'elle était jeune, hein. Ouais, bien sûr. Oui, on le connaissait pas à cette époque. Il était... D'accord. Georges Faisan. Et ben voilà. Je suis désolé pour cette petite parenthèse. Non, mais t'as raison. Mais moi, je suis un petit peu peiné parce que beaucoup de militants des Caraïbes ne connaissent pas Georges Faisan. Et ça va avoir une grande importance pourtant. Parce que je vous raconte, il y a eu des péripéties, peu importe. Toujours est-il que la radio est saisie, etc. Et Georges se retrouve à un moment devoir retourner en Guadeloupe. Il était instituteur pourtant en France.
Mais il retourne en Guadeloupe. Bon, tout a été bouleversé. Il a abandonné son boulot, etc. D'instit. Il retourne en Guadeloupe. La police voulait encore l'embêter parce que bon, bref. Il retourne en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, là-bas, il va arriver quelque chose. Georges va donner quelques claques. On va être bon, c'est pas bien, la violence et tout. À un instituteur blanc connu pour son racisme. Ouais. Enfin, il lui a pas donné quelques claques du tout. D'ailleurs, il lui a pas donné aucune claque. Il lui a donné un coup de machette. Mais un coup de machette. D'accord, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. C'est pas. Non, mais il lui a donné un coup de machette symbolique sur le bras. Il n'a pas voulu. D'accord. Parce que cet instituteur était connu pour dire aux enfants noirs, pour leur dire. On est passé de la claque à la machette. Non, mais c'est vrai. Cet instituteur était connu pour dire aux enfants noirs, vous, la seule façon de dealer avec vous, c'est des coups de pied au derrière. Vous, les noirs, la seule façon. Ah, c'est ce qu'il avait dit le prof. Ouais, il le dit plus d'une fois. Donc les gens sont venus se plaindre auprès de Georges. Et donc il allait voir l'instituteur en lui disant écoute, moi je vais te faire comme les nègres marrons faisaient. D'accord. Au blanc. Attention aux mots que tu utilises. Merci le pardon. bon gars. Nègre marron, on peut pas dire nègre marron, non. Ah, nègre marron, ça ouais. va. Oui, c'était les nègres marrons, vous savez, c'était les marrons. C'était le nom qu'on donnait aux esclaves qui s'enfuyaient et qui prenaient le maquis. Merci le bon gars. Qui prenaient le maquis. Hein. Donc il va dire moi je vais te faire pareil. Hein, et nous c'était avec la machette. C'est la seule. Bon, voilà. Donc, il a donné un petit coup de machette. Oui, c'était un coup de machette soft, effectivement. Bon, il a eu une petite entaille, c'est tout. Mais du coup, ça a marqué les esprits. La police est venue pour arrêter Georges, mais vu sa bonne condition physique, le commissaire, il paraît qu'il a couru en sens inverse très vite devant Georges lorsqu'il est venu pour l'arrêter avec ses policiers. Et donc du coup... C'est bon, Christelle a dit que c'est validé. Police de la haine-mophobie, c'est bon, tout va bien. Tu as évité de dire le mot interdit, c'est bon. Ah, super. Merci. Haine-mophobie, d'accord. Je kiffe, très bien, Samir. Très bien. Et toujours est-il que Georges Faisan était en Guadeloupe et le gouvernement a bloqué tous les aéroports pour l'empêcher de sortir de l'île. Ah ouais ? Oui, absolument. Donc ils n'ont pas pu l'arrêter sur le coup. Le commissaire a été ridiculisé. Georges Faisan était devenu le héros populaire de tous, adulé. C'est lui qui avait montré comment on devait faire avec les racistes, etc., parce que le racisme est comme une réalité aux Antilles. Hein, n'oublions pas les départements français, mais le racisme colonial est là. Ça me fait penser à la phrase de Malcolm X, c'est parler le langage qu'ils comprennent. Exactement. Vous voulez parler de son langage, on va se parler de son langage. Ah mais Georges, c'était ça, c'était quelqu'un de fabuleux. Enfin bref. Et toujours est-il que il va réussir à sortir de Guadeloupe, au nez et à la barbe. On ne sait pas comment il a pu sortir, et il réapparaît à Paris. La valise, il était dans la valise, il a fait comme... On n'a jamais su comment il est sorti. Hein. Et donc du coup, Georges se retrouve à Paris. Et donc, il n'avait plus de radio. Donc, nous l'accueillons dans notre radio, à Radio Mouvance. Et c'est désormais à Radio Mouvance qu'il va faire comment... Non, j'incite personne. Je dis simplement, je donne des faits. C'est comme ça que ça s'était passé. J'incite personne à... Oui, bien sûr. Non, mais ça troll. T'inquiète pas, on sait que t'incites pas à attaquer à la machette. Que les choses soient claires, nous sommes de grands pacifistes. Et donc, du coup... il va être encore arrêté. Pourquoi je vous raconte cela ? Finalement, il va être arrêté... il va être ramené aux Antilles pour y être jugé. Donc il va être arrêté à Paris, et ils vont débouler chez lui, ils vont l'arrêter. Et alors là, la Guadeloupe va connaître un épisode révolutionnaire extraordinaire où toute l'île va se couvrir de barricades. L'île va être en insurrection totale pour la libération de Georges Faisan. Ouais. Et ça va être quelque chose de fabuleux. Il va faire une grève de la faim, lui arriver là-bas, il va complètement fondre. Hein, et la Guadeloupe... la Guadeloupe va être vraiment en insurrection totale. Ça va être un moment fabuleux. On va voir toute la Guadeloupe, y compris les Haïtiens, parce qu'il y a beaucoup de migrants haïtiens, vous savez, en Guadeloupe, hein, qui vont être là, tous les plus pauvres. C'est vrai qu'on aura tout le monde, pêle-mêle, les militants, les pauvres. Voilà. C'est comme quoi, en fait, il y a des... Alors, il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de consulter les documents sur Radio Vodka. Eh bien, écoutez, c'est très difficile. J'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai réussi à retrouver les filles... il avait 2 filles, Georges Faisan, de grandes filles. Bon courage, Zahir. Et une de ces filles, alors je les ai retrouvées, elles habitent dans le sud de la France maintenant. Elles se sont mariées depuis, etc. Et l'une a réussi à récupérer des notes de Georges Faisan et à en faire un livre. Ah, d'accord. Mais à compte d'auteur.
à compte d'auteur. Il faudra qu'on il y a essaie très de. peu d'exemplaires. Neuf. Alors je me rappelle que je l'ai prêté à un copain qui me l'a toujours pas rendu. Parce que c'est évidemment et c'est Georges qui raconte donc sa militance en D'accord. France et c'est Et- extraordinaire. Et Voilà. les émissions Radio Voca. Alors j'aimerais les retrouver parce qu'elles étaient fabuleuses. Écoutez, j'ai rarement entendu quelqu'un d'aussi prenant pour expliquer la question noire. Mais vraiment, je le Ouais. dis. Hein. On a lu beaucoup de choses, tout ce qu'on veut, etc. Mais Georges, il avait une profondeur. C'est lorsqu'il- charismatique. Quoi. Ah, mais c'était Mais extraordinaire. d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, il y a un truc qu'ils comprennent pas, les gauchistes, c'est ils sont sur le truc de la personnification, ils détestent ça. Et en même temps, je comprends les critiques parce qu'il y a toujours des dérives à éviter, il y a toujours des dangers et tout. Et en même temps, ils comprennent pas le pouvoir que ça peut avoir pour les gens. Mais par exemple, là, le cas du soulèvement pour Georges Faisan. Ah oui. Pour moi, ça Oui. fait mal. D'accord, c'est pas le tip top, il faut toujours être méfiant, mais ça fait partie du chemin un peu obligatoire parfois pour rassembler. Tu as besoin Mais parfois bien de sûr, figures mais comme bien ça sûr, qui mais bien rassemblent, sûr. que dans les gens se sentent transportés par Bah, ça. évidemment. Non, mais, Merci Duc Maynard Non, mais pour le c'est- 9e mois d'abonnement. Merci. Mais c'est évident qu'aurait été, qu'aurait été la révolution d'octobre sans Lénine. Non mais Ouais. sérieusement. Ouais. Bon, bah voilà, je veux dire, c'est évident. Qu'aurait été la révolution algérienne sans les grandes figures, l'Arabie Ben Hedi, etc. C'est parce c'est que t'as évident. besoin parfois de Mais bien figures sûr, comme ça mais bien qui vont évidemment. symboliser quelque chose. Mais en plus, c'est, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont prompts à le dire lorsqu'il s'agit de Louise Michel, et nous avons Ouais. beaucoup de de respect, de pour respect les pour cette femme extraordinaire. notamment vis-à-vis des Kanaks, Mais oui, vis-à-vis des Kanaks, qui a absolument. rejoint et- les Kanaks. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, alors cette histoire, non, il y a des personnages charismatiques qui à un moment symbolisent une lutte, et je pense qu'ils ont leur rôle. Voilà, et surtout, Georges avait réussi à fédérer beaucoup de fractions caribéennes, le Parti communiste martiniquais, etc., le MPGI guadeloupéen, etc. Tous étaient. Et alors, bon, bah voilà. Alors, Qu'aurait été la Coupe du Monde 98 sans Diomède? C'est une blague de foot. C'est vrai, Samir, c'est vrai. Exactement, oui, bah, les anards, je connais bien. Bah parce oui, que les anards, je suis attends, les issu figures Amar, du mouvement anarchiste, Macno, on vous cite Macno aussitôt, comment ça s'appelle, Bakounine, Bonaventura, non Bonaventura, oui, bien sûr, Durruti en Durruti, Espagne, non, mais attends, bien sûr, Kropotkin, bien sûr qu'ils ont des figures qui ont été. Et d'ailleurs, oui, Durruti, c'est pareil, parce que c'est quand même un personnage extraordinaire que j'aime beaucoup. Et... Enfin bref. Petit bonhomme, c'est pas du tout. Bon, alors, donc, toujours est-il que les années 80, bah, c'était ça, c'était toute cette effervescence, hein, ce mouvement antiraciste naissant. Alors, on militait également beaucoup avec l'immigration, évidemment. Nous étions allés soutenir quand je dis nous, c'était ce petit groupe de militants. À l'époque, je fonctionnais énormément aussi avec un groupe de militants arabes de tous les pays arabes, en fait. Hein. C'était une sorte qui était devenue une bande de copains, en fait. Hein. C'était des militants de tout le monde arabe. Il y avait des Libanais, des Tunisiens, etc., des Marocains, Algériens. Et nous étions tout le temps ensemble. Et nous avions, c'est vrai que nous prenions un malin plaisir à embêter les gauchistes français. Je l'avoue. Hein, nous avions l'habitude, par exemple, d'aller à la fête de lutte ouvrière. Et ça se terminait, bon, je le dis, c'est vrai, c'était parfois en bagarre générale. Avec les ouvrières. Mais parce que toujours à cause de cette question palestinienne, cette fichue, et ils n'arrivaient toujours pas à comprendre. Et à chaque fois, par exemple, lutte ouvrière refusait de mettre un stand Palestine. Ouais. Hein, au nom de son aversion pour les luttes nationales, qui étaient évidemment Oui. pour lui toutes des luttes bourgeoises, etc. Bah c'est ça. Alors, on va faire encore 10 minutes, les gens, et on va arrêter. Il y a quelqu'un qui l'a dit, son grand-père faisait partie de la colonne Durruti. Son Ah arrière-grand-père, ouais. c'est la classe quand même. Bah, bien sûr que c'est Et la classe. oui, ça c'est un truc qui ne comprend pas. Durruti, il faudra qu'on éclaircisse la façon dont Durruti est mort d'ailleurs. Ouais. Vous savez que les balles qui l'ont tué ne venaient pas du camp adverse. Hein. D'accord. Ah ouais. Bah, on regarde ça. Oui. Et aussi sur Hello, en fait, et on revoit le truc avec la Palestine et tout, c'est qu'ils sont en mode non, mais il faudrait que les Palestiniens luttent aussi contre leur bourgeoisie. Oui. Et en fait, ils ne comprennent pas comment. Et Fanon l'avait déjà expliqué comment ça change ce rapport bourgeois et prolétaire dans une lutte d'indépendance. Bien sûr. Et comment, pour un temps, il y a une union contre le colonialisme, une union de classe pour avoir une indépendance, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors la grande rupture quand même dont je dois parler, c'est la rupture entre la classe ouvrière blanche et la classe ouvrière immigrée, qui va apparaître avec les grèves de Talbot. Nous sommes allés à Talbot à l'époque dans l'usine occupée, et on a vu ce que c'était. On a vu les fascistes de la CSL, le syndicat fasciste, crier, je l'avais dit, hein, les Arabes à la Seine, etc., tout cela. Et donc là aussi, c'est un moment important parce que ça va être, cette grande rupture, elle est là en fait. C'est pour ça que lorsqu'on parle de réconciliation, entre les beaufs et les barbares, c'est plus qu'indispensable parce qu'il y a eu vraiment une rupture
les grèves de Talbot, où le gouvernement de gauche, et je dis bien aussi bien PS que communiste, parce qu'ils ont donné leur aval à cela, hein, et les insultes, les tombereaux d'insultes qui ont été déversés contre les travailleurs immigrés de Talbot, c'était quelque chose d'infâme, et je le dis bien, le Parti communiste a couvert cela, et c'est quelque chose d'ignoble. Ouais. C'est quelque chose, ils ont été traînés dans la boue, ils ont été traités d'ayatollahs. Enfin, non pas. C'est là où ça a commencé l'islamophobie, vraiment. Ouais, on a commencé à dire, et il y avait des remarques ou quoi, ils prient pendant le truc, dans l'usine. Dans l'usine, on l'avait vu, ils priaient sur effectivement des bouts de carton qui étaient entre les machines. Il y avait des bouts de carton et c'est là qu'ils priaient. C'était. J'ai un son de la saisie de Radio Broca. Ah bah c'est extraordinaire ça. Je ne sais pas comment. T'as vu ça, camarade, mais c'est fabuleux. Faudrait que tu nous le fasses parvenir. Tu nous feras communiquer. Ah ouais. Ah, tu pourras me l'envoyer. Est-ce que Cyril, tu peux me l'envoyer par MP, s'il te plaît? Parce que là, je ne retrouverai pas dans le chat. Oui, Elias, c'était ça les complots chiites. Absolument, le gouvernement, Mauroy, Auroux, etc. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur. Voilà, ils étaient là. On a la preuve que les ouvriers sont manipulés par les chiites, par les ayatollahs. On disait des grèves comme ça ne sont pas dans nos traditions. Ça a été quelque chose de terrible. Terrible. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que c'est une période très difficile au plan. C'est la période de rupture. C'est la période de toutes les ruptures. Rupture, classe ouvrière blanche, classe ouvrière immigrée. Rupture avec les gauchistes à propos de cette question nationale, de la question de Palestine. Rupture sur le front de l'antiracisme, parce que beaucoup de gauchistes vont soutenir SOS Racisme, etc. Alors que nous étions viscéralement contre. Ouais, déjà à l'époque. Bien sûr, mais dès le début. Parce que nous connaissions, écoutez, je vais vous dire une chose. Le président d'SOS Racisme, il y avait Harlem Désir. La prochaine émission, on parlera du fait que tu t'es presque battu avec Harlem Désir. Oui, c'est vrai. On parlera de la bagarre avec Harlem Désir. Devant l'ambassade d'Afrique du Sud en plus. Oui, parce que l'Afrique du Sud était extrêmement présente dans on fera la prochaine émission. Dans la lutte contre l'apartheid d'Afrique du Sud et pour la Palestine, c'était. Oui. Et donc, ouais, tu dis là, dès le début, SOS Racisme. Complètement apparaissait comme une officine. Et d'ailleurs, c'est clair, SOS Racisme a été inventé pour casser. Le mouvement autonome de la jeunesse immigrée. Il faut vraiment de ce qu'on appelait la seconde génération. Déjà à l'époque, vous n'étiez pas dupe, vous aviez vu... Oui, c'est vrai, nous étions sur tous les fronts. Parce que nous étions aussi sur le front, c'est l'époque où il y a la restructuration des quartiers de Belleville, Ménilmontant, Barbès, où on détruit, ce qu'on appelle les hôtels meublés. Les travailleurs immigrés habitaient à l'époque dans ce qu'on appelle les hôtels meublés. C'était des vieux hôtels, qui étaient des viviers du FLN pendant la guerre d'Algérie, qui étaient des vieux hôtels où les pauvres, c'était les pauvres, habitaient. Et l'État a décidé de... Dans le cadre de restructuration immobilière, de détruire et donc de virer les populations. Et donc ça a donné lieu à toute une lutte à laquelle on a aussi plus ou moins participé, qui était une lutte importante. Donc voilà, c'est vrai, on était un petit peu sur tous les fronts, c'est la vérité. Et surtout sur le front de la Palestine, nous avions créé un petit comité, qui était un comité anti-impérialiste, je le dis bien, voilà, on a fait des actions militantes avec les Turcs, avec les Kurdes. Ça s'appelait le CLFO. Le comité pour la libération de Frédéric Auriac, parce que c'était parti du comité pour la libération de ce camarade qui était... Mais en fait, ce comité qui était uniquement pour la libération de ce camarade, au départ ensuite va devenir un comité beaucoup plus anti-impérialiste et beaucoup plus large. Et voilà. Parce qu'à tous les procès de Frédéric, il y en aura plusieurs, venait toute une base de militants extraordinaires, des militants de l'immigration, des Guadeloupéens, des Arabes, et c'était fabuleux. Et puis c'était des bagarres dans le tribunal même. Ouais. On réussissait à rentrer des grandes banderoles enveloppées autour de nous dans le tribunal, et on les déployait dans les couloirs du palais de justice de Paris. Et puis avec des tracts frappés de l'étoile rouge communiste, parce que quand même on se revendiquait du communisme, qu'on balançait ça dans les cours de justice et autres. Non, c'était quelque chose de... Bon, voilà. Eh ben écoute, la prochaine fois, on partira de ça, de cette rupture. À partir de SOS Racisme et Exactement. tout. Et vraiment, voilà, on parlera davantage des questions de l'antiracisme, la naissance de l'antiracisme en fait. Voilà. Ça sera pour la prochaine fois, les gens. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a tant à dire. Ça va être un combien de parties Je sais pas. Je vais regarder où est-ce que je vous raid les gens. Je sais pas qui c'est qui est en ligne. Youssef est de... Non, personne ne connaît l'âge de Youssef, les gens. Personne ne connaît l'âge de Youssef. Et donc, le prochain rendez-vous avec Youssef, on a dit que c'est un mercredi sur 2. Donc, ça sera le mercredi 16 novembre, Inch'Allah. Donc, dans 2 semaines, ça te va. Pas ce mercredi, mais l'autre, le 16 novembre. Et le 17, le lendemain, il y aura la première émission avec les militants juifs décoloniaux sur Twitch. Donc, le soir. Ah, il y a Drapi. Je vous envoie chez Drapi. Alors, je vous dis au revoir et merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais voilà.
C'est comme ça, merci et bonne journée. Attends, parce qu'on n'a pas totalement fini de la bombe sur le format. Merci à tous. Et j'espère que ça vous a plu. Merci. C'est passé ultra vite, 1h42. Youssef. Merci Shinobisme pour les 200 bits. Merci, c'était trop bien. Merci à vous. Merci. Ça fait plusieurs fois que je rate les gens mes raids. Je ne comprends pas pourquoi. Donc là, je vais encore essayer. Je comprends pas pourquoi ça rate. Mais voilà, on va voir. Merci pour les 100 bits. Merci PDH. Merci. Oui, il y avait le monteur qui était là pour nous aider. Vous avez vu, est-ce que la caméra, la qualité était un peu mieux? Il me semble que, moi, de ce que je vois là, j'ai l'impression que le retour était un peu mieux niveau qualité, il me semble, non? Je sais pas si ça va. Vous me dites? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me fait rire. Vis ma vie. Est-ce que tu es bon à la bagarre, Youssef? Moi, mais non, pas du tout. T'es pas Pas très du bon. tout, pas du tout. D'accord. C'était très bien. Écoutez les gens, moi, quand je mets lancer le raid, ça marche pas. Je suis bagarré souvent, mais je suis pas bon. Non, enfin, je suis pas bon. Généralement, je m'arrange pour que ça n'aille pas plus loin que les invectives. Alors, attendez, mais est-ce que ça a annulé le raid là? Les gens, le raid il a été annulé ou pas? Avec le train de la hype? Vous pouvez me dire si il a été annulé le. Non? Ça va partir. Oui, annulé? Ah là là, mais parce que je le vois pas là avec le train de la hype. Mais attendez, je le relance alors. Je le relance. Ah non, il est en cours de. Ah bah voilà. Et c'est bon. Alors, on va voir. Connexion chat.